Bienvenue, salut à tous. Le Zénith sur Equinox Télévision, l'édition de ce jour qui va à nouveau s'attarder sur bien de sujets, sur la place camerounaise. Et nous voulons nous féliciter, si vous le permettez quand même, de la détermination affichée par l'épiscopat du Cameroun. Aujourd'hui, un nouveau communiqué signé par Monseigneur Samuel Kleda. Mais dans cette affaire, il va falloir bel et bien que l'État camerounais aille jusqu'au bout. L'État ou bien la justice de l'État, donc le pouvoir judiciaire dont on fait le procès aujourd'hui par rapport à cette sortie malheureuse et maladroite finalement, selon les observateurs du procureur général. Près la cour d'appel du centre, Jean-Fils Ntamak, au sujet donc du décès tragique de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala. On aura le temps de revenir dessus. Bienvenue donc encore à l'ensemble du panel et vous tous qui nous regardez à travers le monde. Bonjour à vous, Charles Armel. Bonjour Sam Severango et bonjour aux délégués du gouvernement de la ville de Douala. Un jour on arrange, un jour on abandonne, ou des semaines on abandonne. Ça va bien dans nos marchés. Oui, circuler au marché central, c'est bien. Surtout au rond-point, le gros là. On circule très bien et ça va. Salut aussi aux responsables du désordre urbain dans la ville de Douala. Très bien. Et en cette matière aussi, on signalera le cas des ordures, l'état d'immondice aujourd'hui qui empêche une belle fluidité dans la circulation au cœur de la capitale Yaoundé. On va démarrer ce programme avec l'histoire du jour, sans autre forme de procès. L'histoire qui nous sera déclenchée par vous. Aribel Berlis, bonjour. Bonjour Sam, bonjour Charles Ahmed, bonjour Megui, bonjour Bonbon, et bonjour à vous à la maison. Sam, c'est une fille qui m'a attendu ici au rez-de-chaussée. Elle est toute pâle, elle est triste, elle dit que ça ne va plus. Ils ne dorment plus à la maison. Que le couple, leurs parents, bagarrent de jour en jour, Sam Sévérin entre. Que depuis que le père a pris la retraite, il a demandé à la maman de le suivre au village. La mère dit, je ne bouge pas. Je suis né à Douala, grandi à Douala. Tu m'as connu à Douala, on s'est marié à Douala. On a fait nos enfants à Douala. Moi si, rentrer au village, jamais. Tu m'as jamais amené au village faire la cultiver. Tu m'as jamais amené au village faire un mois. Chaque fois que je partais au village, c'était soit pour les enterrements, soit pour les funérailles, soit seulement pour aller saluer un membre de la famille et rentrer. Aujourd'hui, tu me demandes d'aller au village, je ne bouge pas. Et de deux, ça va dire que voilà sa crèche qu'elle a ouverte au quartier. Elle va laisser ça aller au village. Le mari dit que même au village, tu peux ouvrir cela là-bas. Elle dit que qui? Le village, il y a que les enfants partent en classe à la CIL là. Le village, les enfants commencent l'école à la CIL, même au CP. Tu vois, quand je mets toute mon énergie, toutes mes dépenses comme ça dans l'eau, jamais je ne bouge pas. Donc la fille dit que, pardon, aidez-les. Qu'ils ne dorment plus, ils ont perdu le sommeil parce que chaque jour à la maison, c'est la bagarre. La mère refuse de suivre son mari au village. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire dont on a bien saisi la problématique qui se dégage en Bombok Mbengan. Aujourd'hui, les villages sont-ils de moins en moins sollicités par les familles qui vivent en ville et surtout de la part des femmes, puisque c'est d'abord du rôle de la femme d'accéder à cette exigence-là de rentrer au village. Oui, c'est la femme, certes, mais c'est l'homme qui a épousé la femme Sam. Ici, le problème est d'autant plus ambigu et compliqué que la femme dit que son mari ne l'a pas habitué à aller au village. Là, c'est un problème fondamental. Mais quitte à dire qu'elle refuse, elle n'y arrivera jamais, elle n'ira pas parce qu'elle va demeurer en ville. Peut-être elle justifie son raisonnement par l'activité qu'elle a d'encadrement de petits-enfants qu'elle a. Sûrement, ça ne peut pas prospérer au village. Mais, sauf que ici, c'est le dialogue qui devrait prévaloir. Premièrement, c'est l'homme qui doit habituer à la famille d'aller au village en mettant les commodités. Les commodités du village, c'est quoi, Sam? C'est avoir une portion de terrain où on a cultivé, où on cultive régulièrement. On n'est pas obligé d'y aller physiquement. On peut donner de l'argent, on cultive, pourvu que vous ayez des attaches à votre village. Et si l'homme ne l'a pas fait aujourd'hui, la retraite, on n'est pas surpris. S'il avait perdu l'emploi comme ça, on aurait dit que ça l'a surpris. Mais la retraite, ça veut dire qu'il a travaillé de manière normale. Il n'est pas allé au village. C'est lui qui en assume, je dirais, les 80% des responsabilités. Mais sauf que le comportement de madame ne facilite pas la chose. Très bien. Et c'est à ce niveau que je vous arrête, Bombok, si vous permettez, parce que je ne partage pas du tout l'avis. Et je crois qu'aller au village, c'est de l'initiative de la femme
qui doit être cette personne qui vous y encourage, hein, parce qu'il y a des exemples comme cela. Lorsque la femme n'est pas très encline à descendre au village assez régulièrement, eh bien, les enfants ne pourront pas beaucoup connaître cette histoire-là. On va le voir d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité par rapport à tout un autre aspect de la chose. Charles Armel Bachou, est-ce qu'on peut indexer cet homme-là, comme le pense Bonbon? Alors, il faut relever dans les expressions de la femme, elle reconnaît, on va dire mea culpa, le fait pour elle d'être allée au village de manière régulière et répétitive pour des événements ponctuels. Elle est allée pour des enterrements, elle est allée pour des situations au village. Elle sait quand même qu'elle est allée, on ne va pas à l'enterrement le matin pour rentrer le soir. Elle a voyagé la veille, elle a pris au moins la peine de passer une nuit. Que non, je pense que les réalités du mariage voudraient que l'homme reste auprès de la femme et la femme reste auprès de son époux. Donc pour dire que si l'homme décide de rentrer au village, on a vu des gens dans cette ville avoir des maisons, avoir un investissement, laisser l'investissement sur le soin d'un notaire qui reste géré, soit d'un responsable de la famille, soit s'arranger à être ici tous les fins de mois pour pouvoir percevoir l'argent de ses locations. Que la femme dise qu'elle ne peut pas rentrer s'installer au village, alors j'estime qu'elle est elle-même en train de prononcer le divorce, parce que le monsieur, lorsqu'il va arriver au village, la nature ayant horreur du vide, va chercher à remplacer sa femme. J'ose croire qu'elle ne s'en plaindra pas, parce que chez nous, un homme ne peut pas rester une semaine ou 2 semaines sans avoir une femme à ses côtés. Je dis bien avoir une femme lorsqu'il est légitimement marié. Légitimement marié. Un célibataire encore, ça peut se comprendre, mais un homme qui est légitimement marié fait 1, 2, 3 semaines. Autre que peut-être un cas de maladie, un cas d'urgence ou peut-être de travail, j'estime quand même que la femme, elle a fait fort et ça peut donner lieu à un divorce. Alors, Megui, dans l'histoire, vous pensez qu'on est proche du divorce pour ce cas-là? D'abord, est-ce que l'obligation, si on peut parler d'obligation, de rentrer au village pendant les congés et de s'habituer quand même à quelques-unes de nos traditions et peut-être être plus proche de nos parents aussi, est-ce que cela est facilement consenti aujourd'hui dans la plupart des couples? Ah mais moi je crois que le tout part du dialogue et de la cohésion qui existe au sein du couple, hein, parce que si on a un homme justement qui n'a pas habitué sa femme à aller dans son village, c'est-à-dire que lui-même il était très présent en ville, il n'a pas habitué sa femme et ses enfants à vivre au village, ce sera compliqué, d'autant plus qu'on a une femme qui a aujourd'hui créé une entreprise en ville et qui, c'est difficile, on peut comprendre que c'est difficile qu'elle laisse son entreprise, le travail de toute une vie pour aller s'installer au village, laisser tout. Et puis il faut voir aussi les conditions dans lesquelles ils vivront au village. Il y a tout cela qui rentre en compte. Aujourd'hui on a des problèmes liés justement en fait, des problèmes de ce genre qui surviennent dans des couples où il y a des messieurs qui vont en retraite et leurs femmes qui doivent automatiquement les suivre. Mais je dis, gérer, c'est prévenir. Gérer, c'est prévenir. C'est-à-dire que quand vous êtes un homme, un père de famille, vous devez pouvoir voir les choses sur le long terme. Alors vous avez une femme que vous avez accepté qu'elle travaille. Elle est peut-être fonctionnaire. Elle a sa carrière aussi, il faut pouvoir respecter sa carrière. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes allé en retraite et que par la suite vous voulez rentrer dans votre village qu'elle devrait mettre à mal sa carrière professionnelle. Parce qu'après, si elle est fonctionnaire, il y a sa retraite, la pension qu'elle doit pouvoir toucher. Vous ne pouvez pas lui dire comme ça du jour au lendemain que parce que moi je vais au village, il faut que tu me suives. Et il faut regarder aussi les conditions d'accueil là-bas. Est-ce que le service dans lequel elle exerce, est-ce qu'il peut y avoir un service du côté de ce village où elle va? Mais non, je crois que pour que les choses se fassent bien, il faudrait agir de façon à ne pas frustrer les autres. Alors, un monsieur qui veut justement que son couple marche, on n'est pas en dictature, je suis désolée, on n'est pas en dictature, il peut aller, on a vu des cas comme ça, parce que, où je vais reprendre aussi mes collègues, c'est qu'il y a des femmes qui initient le retour au village, avant même les maris. Moi, ça a été le cas de ma mère. Elle a initié le retour, elle a dit, tu es en retraite, on a une maison au village, je ne vois pas ce qu'on fait en ville. On peut revenir de temps en temps, mais autant mieux aller en campagne, on va se reposer. Maintenant, c'est une femme qui travaille. Vraiment, ce monsieur, il peut aller au village, ils peuvent trouver un consensus, sa femme peut y aller de façon régulière, de façon à ce que le manque ne se fasse pas trop ressentir. Lui, de temps en temps aussi, s'il en a la force, il peut venir, mais pas lui dire de tout abandonner et puis aller au village. Est-ce qu'on est donc tous d'accord que le village doit rester la base pour toutes les familles? Et Aribel, vous-même, vous y pensez? Jamais. Si tu m'as connu à Douala, c'est là-bas qu'on va finir. C'est mon corps qui descend.
Je n'ai pas fait quoi au village. Le village qui est dur là, donc les gens sont en train de fuir au village pour venir à Douala. Moi, je rentre. Je rentre faire quoi? C'est moi qui dois arriver faire quoi là-bas? Elle dit qu'elle est à la crèche. Tu connais les enfants du village là? Quand la mère commence à téter, elle peut au champ. L'enfant marche, elle peut au champ avec lui. L'enfant, elle voit l'enfant à 4 ans. Elle dit que toujours. Ah, si tu ne parles pas encore. C'est à 7 ans, 8 ans qu'on envoie l'enfant à la cile. Elle va mettre la crèche là où? Qui va payer? Qui va payer? Qui est capable de payer une crèche, un enfant à la crèche? La crèche qui coûte cher là. Est-ce que lorsque le mari demande à ce qu'elle rentre, il n'a pas les mesures subséquentes pour lui permettre de vivre? Je pense quand même que l'homme, lorsqu'il demande à rentrer, c'est parce qu'il a mesuré les pour et les contre, les tenants et les aboutissants. Il sait qu'en aller vont s'attendre. C'est le faux tambour. C'est comme ça que vous nous mentez. Il nous ment toujours comme ça que viens, on part. Mais arrivé là-bas, je vais t'ouvrir la crèche. Arrivé là-bas, il n'y a plus rien. Tu te retrouves en train d'aller au champ. La beauté que tu avais là finie. Jamais. Je ne bouge pas. Si tu ne m'avais jamais appris aller à faire le champ, c'est à Douala. Avance-toi. Mon corps va te retrouver. Alors, ça, c'est un discours assez... Là, voilà. Ça complique tout ça. Là, ça complique tout. Ça veut dire que cette femme, en réalité, n'était pas portée pour le mariage. Elle n'aime même pas son mari. Ça veut dire qu'elle n'était pas portée pour le mariage. Ça veut dire qu'elle disait, le mariage n'est bon qu'en ville. Il savait bien qu'il épousait un homme qui a un village. Elle y allait régulièrement. Moi, au départ, je pensais que c'est son activité de crèche, puisqu'il ne peut pas avoir de crèche au village. Je veux dire que les revenus au village ne permettent pas d'envoyer nos enfants à la crèche. Donc, ça, au moins, ça lui donnait des circonstances atténuantes. Mais dans ce cas-ci, je conseille à l'homme de divorcer. Divorcer, c'est facile. Oui, absolument. C'est facile. Je conseille à l'homme de divorcer. Il peut toujours partir, non? Moi, je reste ici, je cherche l'argent, je l'envoie au village. Oui, je cherche l'argent, je l'envoie au village. Il y a le problème. De temps en temps, je parle. Non, je ne parle pas caler. De temps en temps, je parle. Le jour qu'il a besoin de moi, il me bip. Je rappelle. Parce que c'est au village, il n'y a pas le crédit. Il me bip. Je rappelle. Il me dit, j'ai besoin de toi. Il dit, ok, je prends la voiture la nuit. J'arrive le matin. Je te couvre. La nuit encore, je prends la voiture, je rentre continuer ma crèche. C'est ça. Très bien. Donc, vous êtes dans le prototype de la femme qui refuse les mauvais temps. C'est-à-dire que vous ne supportez pas les périodes difficiles qui peuvent vous ramener au village. Vous voulez rester en ville éternellement, quelles que soient les circonstances. Là, on est vraiment dans un très mauvais tableau et je ne pense pas que ce soit le meilleur exemple aujourd'hui à donner à ces femmes de nos jours. Mais Guy, même si on est d'accord qu'on est à l'ère de la modernité et que finalement tout le monde a besoin d'accéder à l'épanouissement total. Il faut qu'on se comprenne bien. Oui. Moi, je ne suis pas contre le fait que la femme rejoigne son mari. Tout ce que je dis, c'est que pour éviter des frustrations, parce qu'une femme qui va aussi contre son gré au village, vous comprenez, après l'ambiance dans le couple peut ne pas être... C'est pas le fait d'être là qui est important. Il faut être là et que tout se passe bien. C'est pas le fait d'être dans la même maison qui est important. Si vous êtes dans la même maison et que l'atmosphère n'est pas bonne, parce qu'il y a un partenaire qui est extrêmement frustré, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Là, c'est la femme qui cherche les frustrations. Elle dit, non, je ne veux pas au village, c'est mon corps qui va me retrouver. Pas forcément. C'est vrai que le droit positif camerounais donne la part belle aux hommes. On est d'accord. C'est même un peu... Moi, je dis que les lois camerounaises en termes de droit de la famille sont extrêmement misogynes. Elles sont extrêmement misogynes. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui, on a des femmes qui travaillent, qui fréquentent autant que les hommes, qui travaillent dur pour arriver où elles sont, qui travaillent dur pour avoir des biens qu'elles ont. Il faudrait que les gens respectent cela. Il faudrait que les gens respectent cela, sinon ça ne vaut pas la peine. Et la femme, elle ne respecte pas. Parce qu'aujourd'hui, je vais chuter. Aujourd'hui, vous le dites. Mais on sait très bien ce que vivent les femmes aussi dans des foyers qui sont inactives. On sait très bien ce que vivent les femmes dans des foyers qui sont inactifs, qui sont méprisées par leur mari, qui estiment qu'elles n'apportent rien dans le foyer, elles ne servent à rien. On sait très bien. C'est pas le débat. Mais Guy, vous ne parlez pas du débat. Le débat, on a un cas précis. Non, c'est le débat. Vous êtes on ne vous entend pas, madame Charles. Qui nous amène ailleurs? Non, je suis désolée. C'est le débat. C'est pas le débat. Je suis désolée. Mais Guy, nous parlons d'une femme qui a une activité, elle a une crèche. Ce n'est pas une activité publique, c'est une activité privée. C'est l'homme qui a ouvert la crèche à la femme pour rassembler. Qu'est-ce qui dit que c'est l'homme qui a ouvert la crèche? Puisque l'homme a dit dans l'histoire que je vais te réouvrir notre village. C'est ce qu'il a dit, c'est l'histoire, je m'en tiens à l'histoire. Alors, le principe voudrait que la crèche rassemble non pas les enfants d'ailleurs, mais les enfants du quartier, les enfants de la zone.
dont les parents ne peuvent pas s'occuper, qu'elles gardent les enfants pour que le soir rendu revenu de leur travail, au village c'est possible parce qu'il y a des fonctionnaires au village, il y a des enseignants fonctionnaires, on a des sous-préfets, on a des proviseurs d'établissement, il y a de la il faut savoir dans quel village, de quel village on parle. Alors vous allez renier votre mari parce que son village n'a pas toutes ses commodités. Donc de toutes les façons, le débat il est passionnant, on peut le voir, comme sur ce plateau, on poursuit nos discussions. On va prendre vos messages au numéro de téléphone qui s'affiche autour de cette histoire-là et on va les lire en deuxième partie du programme. Le programme qui se poursuit à l'instant avec la deuxième articulation, c'est la colère de Charles Armel. Tout de suite. Je m'interroge ce jour sur l'extrême pouvoir que détient les gens dans ce pays. Au Cameroun, on aime le pouvoir. Oui, on aime commander, on aime diriger. Même celui qui n'a pas vu exister. Pour exister, il faut commander et savoir dire. Même s'il faudra à la fin se cacher sous la cape d'un frère. Je m'interroge sur le trop-plein de pouvoir dans ce pays. Oui, il y a le pouvoir. Pourquoi ce pays brille-t-il par une surpopulation gouvernementale pouvoirique? Permettez-moi l'expression. Tout dans ce pays n'est qu'influence. Parce que vous connaissez un membre du gouvernement, vous pouvez influencer qui vous voulez. Un simple coup de fil vous dédouane. Relation avec un membre du gouvernement, parce que vous êtes frère, cousin, cousine, soeur, nièce, neveu, vous pouvez dire à haute voix intelligiblement, menacez les commissaires, menacez les colonels, parce que vous savez que vous avez les parapluies et les godasses. Comment comprendre que parce qu'on est membre du parti au pouvoir, membre du comité central, on peut se permettre de débarquer quand on veut, gronder n'importe quel préfet ou sous-préfet, parce qu'on a la côte? Point d'interrogation. Pourquoi tout n'est qu'influence dans ce pays? Vous avez un problème avec un militaire, il ne se gêne pas. Coup de poing, coup de pied, il appelle ses frères. On saute sur vous, tant pis pour vous. Lorsqu'ils rentrent dans la garnison ou dans leur camp, plus rien, personne ne pourra intervenir parce que l'amitié entre soldats se limite au camp. Point d'interrogation encore. Je me demande pourquoi est-ce que certains directeurs plombent les dossiers parce que X, parce que Y, parce qu'ayant dit un X ou un Y. Pourquoi refuse-t-on de servir des individus dans cette république? Tout simplement parce qu'ils ne sont rien, parce qu'ils n'existent pas. Comment comprendre que les élites dans leur coin ou alors font leur loi comme ils veulent parce qu'il est issu d'une partie au pouvoir, parce qu'il est membre d'une loge, il fait de ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Comment comprendre que dans ce pays, on fait et défait les gens comme on veut? Pour un peu que vous ayez dit une parole désobligeante, attendez le journal, vous serez enlevé, vous serez muté, vous serez affecté. Appelons ça affectation disciplinaire. Comment comprendre que parce qu'on est X ou Y dans ce pays, on ne subit plus les contrôles de police? Faites le tour, vous allez vous rendre compte que même sur les axes, lorsqu'on gare, le chauffeur baisse la vitre et il lance, c'est le chauffeur de c'est monsieur tel qui est derrière, même si tel n'est pas le cas. Pourquoi viole-t-on les règles? Parce qu'on est riche dans ce pays. Pourquoi est-ce que on peut comprendre que vous entrez en conflit avec un haut commis de l'État, vous retrouvez votre carrière biaisée. La preuve, nous avons eu le cas de Songo sur ce plateau. Parce qu'il a voulu faire son travail. Aux ADC, on lui a dit que sors de ce bureau. Vous n'avez pas le droit dans ce pays de penser, de proposer, encore moins d'influencer, rien que subir. Dans les concours administratifs, vous ne réussissez que lorsque vous êtes dans la liste soit d'un sénateur, soit d'un député, soit d'un membre du comité central, ou alors d'un ministre. Voilà là où nous avançons dans ce pays. Comment comprendre qu'un ministre, un directeur, ou alors un secrétaire dans ce pays soit plus puissant que le ministre, parce qu'il a été nommé, parce qu'il vient de X, parce qu'il vient de Y et parce qu'il connaît Z. Comment comprendre que parce que vous êtes un X ou un Y, vous êtes servi avant tous les autres? Faites un tour dans les services publics, vous allez vous rendre compte que certaines personnes dans ce pays n'ont pas besoin de faire la queue. Juste un texto, juste un SMS, juste une carte de visite et vous passez. Conséquence, ça crée des pressions et des frustrations sur les bensikineurs, les vigiles, les commerçants, le pauvre contribuable, l'usager et même le fonctionnaire qui à des moments se retrouve à subir. Merci beaucoup Charles Armel. Alors vous avez su toucher là un problème quand même, parlant par exemple de ce qu'on peut convenir d'appeler le trafic d'influence et de tous ces pouvoirs-là.
et ça se vit généralement au cœur de la capitale. Bombok Bengan, vous pouvez analyser ça sous quel prisme? Sous le prisme, Sam, vous l'avez dit, de passe-droit, de trafic d'influence. Je pense que tout le monde se rappelle de cette question. Vous savez qui je suis? Et quand mon ami, quand vient de se dire, les petits mots de Yaoundé là. Donc en fait, on le disait pour s'amuser, mais c'était un problème réel. C'était vraiment un fléau social à une certaine époque. Et ça continue malheureusement. C'est-à-dire que parce que vous avez un oncle, un frère ou une maman qui est quelque part, vous pensez que c'est vous qui en assumez la responsabilité à ce moment-là. Et on vous laisse faire n'importe quoi. On est même allé jusqu'à trafiquer les signatures des hauts fonctionnaires ici, et même des hautes autorités de la République Sam. Mais ça n'a rien dit à personne. Quand je dis ça n'a rien dit à personne, c'est que vous qui n'êtes pas protégés, on peut vous taper sur les doigts. Et les autres, on les laisse prospérer. Jusqu'à même, comment on appelle ça, au faux diplôme. On vous dit que la présidence de la République a découvert même un réseau de faux diplômes des employés de la présidence. Mais on les laisse en fonction, précisément parce que il y a quelqu'un derrière. Et donc ça, les passe-droits, voilà un autre fléau. Je pense même si je n'ai pas hiérarchisé, mais ça fait parmi les fléaux qui ont amené le Cameroun dans l'état de déliquescence que nous nous trouvons aujourd'hui, les passe-droits, les luttes, les trafics d'influence et autres. Sans doute aussi, Haribel, vous avez déjà connu ce cas de trafic d'influence des gens qui ont le pouvoir autour de vous, Haribel. Bien sûr, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Dès que quelqu'un a l'argent ici dehors, il parle fort. Et dès qu'il a seulement un peu d'argent, il parle fort. Selon lui, il se dit qu'il peut acheter tout le monde entier. Mais quand ils font ça, moi je ris. Je leur donne toujours rendez-vous à un seul endroit, à la morgue. Allez à la morgue, vous voyez comment on balance les corps là-bas. Si vous partez, vous faites seulement un tour à la mort, je vous assure que tout ce que vous faites, vous tapez la main à la poitrine, tu connais qui je suis, tu connais qui je suis, vous ne ferez plus jamais cela. Parce que vraiment, le pouvoir là, c'est rien. C'est Dieu qui me donne la vie. Calmez-vous avec ça. C'est pas parce que tu es l'enfant du ministre que tu crois que tu vas me piétiner. Nous, on a un seul souffle. Et c'est Dieu qui donne ce souffle-là. Vous passez votre temps à nous piétiner, à faire tout. Tu parles en boîte, Sam. Dernièrement, je suis allé en boîte à Yaoundé. Parce que la fille du président était quelque part, il n'y avait pas moyen. Il n'y avait pas moyen, partout était barricadé. Je dis, il y avait les policiers, les gendarmes, le billes partout. Pour passer, on fouillait les gens. Vous parlez de Brenda ou bien de... Je parle de Brenda. Ouais. À quel âge? Regardez l'âge que Brenda a. Elle menace les grandes personnes comme nous. Tu peux passer, on vous fouille. Tu poses la question, on te dit que non. Parce que Brenda est dans la boîte, la grande boîte qui est là-bas à Mélène. On dit qu'elle est là-bas. Elle a quel âge pour menacer les grandes personnes? Parce qu'elle est la fille du président. Comme tu es la fille du président, fais un tour à la mort. Tu vas voir, on menace le corps. Il n'y a pas la fille du président à la mort. Il n'y a pas la fille du ministre à la mort. La mort, c'est pour tout le monde. On malaxe tout le monde là-bas. Très bien. Bel exemple donc choisi pour illustrer cette chronique. À vous aussi, Megui, on peut vous poser la même question. Quelques exemples de ce type de choses autour de nous? Ben, le trafic d'influence, on a un exemple plus récent, celui de M. Songo qu'on a reçu sur notre plateau la semaine dernière, justement, qui est un exemple criard, patent même de ce qui se passe dans notre pays. C'est aujourd'hui un jeune qui a été mis au devant de la scène, mais il y en a qui subissent ce genre d'injustice parce que quelqu'un est à la tête d'une entreprise, il se donne le droit, il s'octroie le droit de traiter les autres comme bon lui semble. Et tout cela, c'est connu, mais rien n'est fait pour lutter contre. C'est vraiment dommage et ça participe justement au problème de malgouvernance qui subsiste dans notre pays. Alors, chez les hauts gradés, peut-être que le phénomène est un peu moins ou alors un peu plus accentué, je ne sais pas. Un peu plus accentué. J'ai dit même vendredi dernier, vous voyez, les gars, ils traversent même tous les contrôles des agents routiers parce qu'il a pris son béret. Il a mis, j'étais devant. Et tous les contrôles, on ne le contrôle pas. On sait que c'est le béret du gendarme ou même du militaire. Alors qu'il est en train de faire le clando, comme on dit. Il fait le clando, il passe, il porte les gens, il passe. Là-bas, c'est même très criard. Vous allez interpeller la voiture du chef comment? Alors que c'est lui qui... N'oubliez pas l'affaire des primes aussi. Voilà. Donc, les trafics d'influence, là-bas, à leur niveau, c'est même... Et maintenant, ceux qui sont les voyageurs internationaux, quand ils arrivent dans nos aéroports aussi, on peut
assister à ce type de scène, que ce soit les footballeurs, les grands hommes d'affaires, les fairman, comme on les appelle au Cameroun, ils ont un peu trop de facilité. Et l'administration policière dans les aéroports se laisse très facilement amadouer. On a vu le cas d'un célèbre footballeur camerounais également qui était là présent à Douala lors de l'inauguration d'un centre hospitalier. On a vu toute la mobilisation autour de lui aussi, un peu comme l'histoire de Brenda. Et on voit des hauts grades. À Tiroma, lorsqu'il défendait la question des droits de l'homme et du respect, mais que nous nous retrouvons à être les derniers en termes d'application. Que vous vous retrouvez dans un service, vous avez besoin qu'on vous rende, vous êtes assis dans un bureau, vous êtes en train de discuter, on vous a déjà reçu, qu'on signale l'arrivée d'un membre du comité central et que ce monsieur me demande, monsieur, veuillez sortir, je le reçois en priorité. Quelle est la relation qui existe entre le parti au pouvoir et moi, l'usager qui vient poser, mais qui vient discuter les mêmes problèmes? On met dehors, c'est 1 heure, c'est 2 heures, c'est 3 heures. À la fin, le monsieur qui est censé recevoir sort et vous dit, je ne peux plus vous recevoir, je prends ma pause, revenez à 14 heures. J'estime que là, le fonctionnaire ou alors le responsable ne fait plus son travail. Comment voulez-vous vous retrouver dans un hôpital? Vous êtes venu pour faire des examens, vous êtes même parfois, on vous a programmé, Sam Sévérin, pour subir une opération. À la dernière minute, on dit c'est l'enfant du délégué, c'est l'enfant du délégué régional 2, c'est l'enfant, c'est le neveu du ministre, il passe en priorité. Vous qu'on avait programmé pour une opération, aussi bénigne soit-elle, on vous met à côté, on passe. Alors j'estime que ce type d'inégalité devrait à un moment donné s'arrêter. Pareil pour les concours. Pour les concours, tant que la liste des sénateurs n'est pas passée, tant que la liste des députés n'est pas passée, tant que la liste des membres du comité central n'est pas passée, tant que la liste des ministres n'est pas passée, on ne peut pas voir ceux qui ont mérité. Non, on commence par la liste. Il y a la liste de X, la liste de Y, la liste de Z. On colmate toutes les listes pour avoir véritablement le reste, le gap de personnes qu'il faudra ajouter. Alors, où voulez-vous qu'on ait une société comme celle-là? Si nous avons une société de tricheurs, nous aurons plein de morts parce qu'on aura mis sur pied sur le marché des médecins qui seront passés par tricherie. Il y aura des décès dans les hôpitaux. Si nous avons des tricheurs, nous aurons de mauvais résultats scolaires parce que nous aurons des professeurs qui sont passés par tricherie. Alors j'estime qu'il faut arrêter ça. Voilà, merci beaucoup. On va d'ailleurs rappeler qu'en cela, l'exemple devrait commencer par le plus haut sommet parce que lorsque le numéro 1 du Cameroun doit se déplacer, on a la triste image de ces routes qui sont bloquées à partir du palais des congrès un peu plus bas jusqu'à traverser le carrefour Ouarda, Vogumbi et Liguedzoa et même jusqu'à Oudza. On voit des éléments de force de sécurité qui sont un peu postés un peu partout, mais on n'en a pas forcément besoin parce qu'un chef d'État doit se sentir en sécurité chez lui. Donc, que tous ceux qui se mettent aux abords de son passage pour, dit-on, assurer sa protection, arrête quand même un tout petit peu aussi d'influencer le comportement de notre citoyens. Non, mais il faut dire que lorsque le chef de l'État va sortir à 17 h, c'est depuis 4 heures comme bloc. On vous demande de ne pas passer pendant 4 heures, créant des embouteillages partout dans la ville. Vous ne pouvez pas circuler. Si vous ne pouvez pas circuler là, 4 heures, pourtant le monsieur, ils sont à 17 h, le chef d'État sont à 17 h, mais à 4 heures en bloc, vous ne circulez pas, l'administration est bouclée, personne ne peut travailler, mais à la fin, vous voulez, on se plaint tous les jours qu'on n'a pas de bons résultats. Mais est-ce avec ça qu'on va avoir des résultats? Même la piste qui lui est dédiée à la poste centrale, on devait balayer même. Ça, c'est ça. Merci beaucoup, cher Lam. Alors, il faut rappeler quand même que certains chefs d'État occidentaux, lorsqu'ils se déplacent, leur cortège n'est composé que parfois de 2 ou 3 véhicules, hein, tout simplement, et pas même des grosses rutilantes, comme on peut le voir avec nos potentats africains ici. Donc là-bas, la fonction présidentielle est, je ne veux pas dire banalisée, mais simplifiée, puisqu'on est presque tous des humains, comme le rappelait Haribel Berlis tout à l'heure. Parlant d'Occident, on va passer à notre invitée, qui est une occidentale, mais d'origine camerounaise, de mère. Elle est toute jeune, mais elle est étudiante et chanteuse aussi, parce qu'elle fait dans l'art musical de ce côté. Elle arrive du Danemark. Donc, alors, ça risque d'être un peu compliqué pour nos discussions, mais on va quand même s'y essayer, parce qu'elle maîtrise davantage plus l'anglais, mais pour nous y aider, on a quand même accepté, avec la grâce de la réalisation, d'introduire sa propre maman camerounaise qui peut nous aider à comprendre le langage de la toute jeune Xamina Jorgensen, qu'on introduit tout de suite. Bonjour. Bonjour. Good morning. Parlez plus fort, ça va? Yeah, okay. So yeah, my name is Xamina Jorgensen. And I'm 15 years old. I'm half Danish and half Cameroonian. You can speak more louder. Okay, yes. So... Your name? My name is Xamina Jorgensen. Like I said, I'm 15 years old
I'm half Danish and half Cameroonian. At the moment, Your first time to come in Cameroon? yeah, it's my first time. It's amazing. Okay. I've only been here 2 days and I love it so much. Yeah, Just 2 days. only 2 days. Ok, bien. L'histoire de notre invité, c'est celle d'une métisse camerounaise, effectivement. On va dire de père danois, mais dont la maman a souhaité la voir retourner aux sources. Donc, Mbambok Bengan, je crois que déjà en cela, l'initiative. Tout à l'heure, on parlait des femmes qui ne veulent pas rentrer au village. Voilà, tout à fait. C'est bien. Voilà. Donc, la maman qui est là, présente, alors elle va nous dire peut-être d'ailleurs comment est-ce qu'elle en est arrivée là. On peut vous passer le micro, madame? Oui, bonjour. Vous parlez un peu plus bien en français, c'est ça? Bonjour. Non, l'anglais, parce que le français, je ne pratique pas ça tous les jours. Donc, c'est quand je viens au Cameroun que j'essaie de pratiquer mon français. Alors, comment vous avez décidé de faire venir Xamina au Cameroun aujourd'hui? C'était quoi l'idée au départ, finalement? Normalement, j'aime mon pays, le Cameroun. Comme l'année passée, je suis venue ici 3-4 fois. Et mes enfants n'ont jamais mis pied au Cameroun. J'ai décidé cet été, je vais amener mon enfant découvrir le pays de sa mère. Et Donc, pour dire quoi, le message que vous voulez passer, c'est lequel? C'est-à-dire, même si votre enfant est né dans une culture occidentale, il voyage beaucoup, mais en acceptant de revenir au pays, c'est pour passer quel message? c'est pour passer que tout ce monde qui vient de leur pays, tout ce monde qui vit en Europe, par exemple, n'oubliez jamais votre pays, parce que c'est la source de là où vous venez. Donc, je veux montrer à mes enfants, comment dire, la vraie vie, parce qu'en Europe, on ne vit pas comme on est au pays. Au pays, tout le monde, on n'a pas de moyens, mais les gens sourient, comment dire, les gens sont contents. Tu vas au bar, les gens n'ont pas d'argent, mais ils sont en train de bouger, ça nous manque. Donc c'est pour ça le message que je peux donner aux gens que revenez, c'est bon. Même si on a rien, même on vient bras ballants au Cameroun, tu n'as rien en Europe, reviens. Économise pendant des années pour revenir voir comment le pays est. C'est magnifique. On va revenir à Xamina tout à l'heure, mais je voudrais faire intervenir un membre du panel. Voilà. Alors pourquoi avoir choisi venir maintenant? Parce qu'on sait que l'enfant a besoin de se familiariser. Pourquoi n'avoir pas pensé venir lorsque l'enfant avait 5 ans, peut-être l'enfant avait 10 ans, aujourd'hui 15 ans? Vous savez que les enfants en grandissant créent des liens avec les cousins, les cousines. Alors aujourd'hui, est-ce que ces liens-là sauront se créer aujourd'hui? C'est pas un peu tard? Ok, on peut dire que c'est un peu tard, mais des fois quand tu amènes un enfant étant jeune, cet enfant ne peut pas se rappeler, comment dire, du passé. Et quand elle a déjà l'âge, comme elle a maintenant, elle va se rappeler de ce voyage pendant toute sa vie. Oui. Donc elle va se réaliser que si je l'amenais avant, quand elle avait 8 ans, elle pouvait passer. Non, mais je parle des cousins. Je parle de ses cousins restés au pays, de ses frères, parce que elle va rentrer au village. Au village, elle restera une étrangère jusqu'à ce qu'elle se familiarise avec les frères du village, avec les cousins. Est-ce qu'il y a eu cette relation qui a été créée d'abord avec les cousins, les frères, peut-être ici, hein, dans la ville, je ne veux pas forcément dire le village. Est-ce qu'il y a des relations qui ont été créées avant, depuis qu'elle était au Danemark? Est-ce qu'il y avait des coups de fil? Est-ce que j'ai mon cousin Bob, j'ai mon cousin X? Est-ce qu'elle connaît? Ou bien c'est aujourd'hui qu'elle est venue qu'elle va se familiariser avec eux? Non, excusez-moi, le problème est que c'est la langue. D'abord, moi, j'ai ma famille, on a des contacts presque tout le temps, mais mes enfants ne parlent pas français, ils parlent d'autres langues, mais pas le français. Ils comprennent français, mais c'est vraiment la communication. Même la langue maternelle, vous ne leur avez pas appris? Bon, elle est d'abord danoise, hein, Charles-Armel. Elle est camerounaise. Même la langue. Moi-même, si vous comprenez mon français, j'essaie de me débrouiller. J'ai fait tellement de fautes en français. La langue qui passe facilement, c'est l'anglais. Donc, quand tu es marié avec un blanc et tu commences à parler bassa, il va penser que peut-être vous parlez de lui. Donc, tu es obligé de laisser ce côté et
et apprendre sa langue. Oui. Voilà, bon, je rappelle que notre invité quand même, ce n'est pas la mère de la petite. Oui. Et qu'elle va essayer de parler en anglais et vous essayerez de traduire. Voilà, mais pour la maman, si vous permettez, bon, comment a réagi son papa quand il dit que la fille doit venir au Cameroun? Elle a réagi comment? Parce que nous avons l'histoire ici d'une maman qui dit que le village, c'est pas bon. Et vous, alors, que le papa l'avait convaincu, ou bien vous avez dit, comme la femme a les droits, l'enfant aussi, j'amène mon enfant? Non, mon mari est institutionnel. Il voyage partout dans le monde entier, et, comment dire, Sud-Afrique, partout. Donc, il n'était pas contre le fait que... Non, c'est même lui qui m'a poussé d'amener la petite, parce qu'il devait venir seul. Il me dit, maintenant, il faut l'amener. Donc, mon mari est tellement positif, il nous supporte. Merci. Bon, vous avez la réponse. Maintenant, on va raconter sa propre histoire. Vous lui repassez le micro. Donc, elle a tout juste 15 ans, c'est bien ça? C'est ce que j'ai... 15 years old. Yes, 15 years. And what are you doing now? You are just a student and you are artist. Yeah. So I go to school every day like every teenager does. I have to learn, practice for tests, but my passion is singing. And I dance too and I love it very much, but singing has always been my passion and the thing I could make people smile with. So I started very young. With 6 years old, I would play CDs, dance to them, sing to them. Yeah, that was... Très bien. Une question, Maggie, oui. Oui, je comprends. Donc, elle est chanteuse, danseuse, voilà, c'est ça. Et donc, ce sont ses passions, en fait. Ce sont ses passions. Est-ce qu'elle veut en faire une carrière? Oui. Et si c'est le cas, est-ce qu'elle compte justement venir s'établir au Cameroun sur le plan justement de ses passions-là? Alors, tu as compris la question? Oui. Okay, so I do want a career with my singing because I can't imagine doing something you love and you get to do that every day. But the reason why I came to Cameroon is because I really wanted to see where my mom came from and I wanted to see what she had been through when she was younger. So this is a vacation and this is just this is fun for me. This is something additional to the fact that I'm actually in Cameroon. And what are your impressions after seeing where your mother came from? Well, I haven't gone to the village yet. We'll be going there soon, but already here I'm very happy. I can't believe that people may have so little, but they're still so happy, and I love it here. I wish I can come here often, more often. Yeah. Très bien. Donc son objectif, c'était de voir les racines d'où vient sa maman. Haribel, je crois que toi qui ne veux pas aller au village, tu as là quand même. Parce qu'elle est prête, elle dit qu'après avoir découvert Douala, elle va rentrer dans le village. C'est où, madame, votre village? Oui. Mon village, c'est Cannes. C'est après Idéa. Donc, après Idéa. Ouais. Voilà. Question de Haribel Berlis. Oui. Bonjour la mère. Bonjour, madame. Pourquoi tu ne parles pas comme la fille? Je ne sais pas, peut-être je suis parce que je suis vieille. Non, il fallait parler comme elle. Oui, regarde sur... tu es camerounaise. Tu me Wanda, hein? Vraiment, la même Wanda. Parce que quand on voit nos soeurs qui partent là-bas, Oui. premier jour, ma grande s'était partie à la mer. Elle est partie à Londres. Oui. Mon père a suivi, non? Il a dit, donnez-moi son numéro. Le père prend le téléphone, il appelle, il dit, allô Claudine, c'est moi ton père. Elle dit, good morning daddy. Il dit que, tais-toi vite, c'est ton père qui te parle, tu dis que good morning. Tu veux hier que tu es parti, tu parles à l'anglais. Parle le patois. C'est comme ça qu'elle vient ici, elle nous bluffe. Elle dit, elle commence à parler, yeah, I come in from. Je wonder sur toi, tu parles toi bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne veux pas parler comme les blancs? Alors que ton mari est un blanc. Non, je ne peux pas. Quand je parle, je change l'accent. Je ne ressemble pas à une Camerounaise parce que c'est le danois. Je parle tous les jours avec ma famille. Donc, je ne peux pas changer. Je ne peux pas être une blanche. Je suis camerounaise à 100%. Donc, je ne peux pas changer mon accent. Bon, Haribel, une question pour la jeune fille. Une question, Haribel. C'est elle qui est normalement en vedette, si on peut le permettre. Good morning, Maxima. C'est Maxima, non? Xamina. Good morning. You sing for English? Yes? Can you sing sing? in English? Can you sing some more? Yeah, I can sing something. Okay, I'm listening you. Okay, so the song I'm going to be singing it's called Feeling Good. Okay. Birds flying high, you know how I feel.
sun in the sky. You know how I feel. Breeze drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Voilà, Aribel, est-ce que ce type de musique te convient? Ça me convient un peu, mais elle va me bluffer quand elle va chanter en bassa. Then when you go sing for bassa, you call me, you put my name inside, you sing for bassa. You hear? Okay, I'm waiting you. Oui, moi je voulais, Oui, Maggie. oui, je voulais juste lui demander, est-ce que justement ce retour aux sources, j'espère que ça ne se limitera pas seulement à découvrir juste le Cameroun, mais davantage à s'impliquer peut-être aussi dans la vie sociale camerounaise, notamment peut-être venir investir ici, ce serait déjà une bonne chose, venir même en tant qu'artiste justement poser des actes concrets, ce serait aussi bienvenu quand même. What can you do for your country, your mother's country? What I could do, I mean, I could share my passion and talent with them because I don't have much to offer, but my singing and my dance for passion, my passion for that is, I think it makes other people happy when they see people doing what they love. Yeah, that's all I could really give them. So you can, it can be a job for you. Yes, yes, I would love to work as a singer, as an artist. I write my own songs, and I would love to share that with the world. And what can you say, tell to all the young girls in Cameroon who are watching you today on the TV? I would say, follow your dream. It doesn't matter who says you can't do it or that you're not good enough. Just the best thing is, the best revenge is to prove them wrong and show them that you can do it. Anything is possible in this world. Alors, est-ce qu'on peut faire la traduction? Parce que là, je crois qu'on a bien compris aussi, pour ceux qui n'auraient pas bien saisi, tout est possible, il faut avoir la conviction d'accomplir ses rêves. Je crois que c'est un thème qui tombe bien, puisque depuis hier, Charles Armel, Megui, on évoquait la thématique liée à l'insertion des jeunes, dans le milieu de l'emploi. Aujourd'hui, on en parle beaucoup et semble-t-il, il faut d'abord avoir la foi, il faut croire en ses rêves. Mais c'est bien compliqué parce que quand on vient du Danemark, on sait que c'est l'un des pays les mieux nantis en Europe où il y a très peu de chômage en réalité. Donc, est-ce que ce type de discours peut très facilement passer ici au Cameroun? C'est ça le problème. Ouais, je ne pense pas avec les réalités camerounaises. Oui, on aurait voulu que ce soit ainsi, mais vu tout le contexte, ce qu'il nous présente comme vice, c'est extrêmement difficile, mais on espère que les choses iront en s'améliorant. Voilà. What are you thinking about poverty in your mother's country? I'm very emotional when I see young children having to go beg for money or sell things. I feel very bad, and that's one of the things, if I would ever make it big, I would want to help with that, because I have a soft heart, so just thinking about it right now, it makes me emotional, so I would really, really love to help those children. Oui, Mbambok. What are you trying to build your relationship with Cameroonian artists? I would love to meet them. Like, I listen to Cameroonian singers, like African singers too. They make me very festive. I start dancing with my mom, for example, and I would love to meet them. Yes. Oui, Sam. Oui, Arben. Do you know some artists Cameroonian? Yes, I know Desiree. Give me one name. Desiree Jeffrey. Désiré? Désiré Jeffrey, voilà, entre autres, oui. Tu sais, je suis un peu l'anglais dans ça. Oui. J'ai suivi, elle a dit qu'elle est aussi une danseuse. Do you dance to more foyer? You dance like Shakira? Yeah, I dance with the hips and I do movements. I wouldn't say I dance like African, more like Latina, even though I'm not Latina, but yeah. That's the kind of dance I do. Alors moi, je vais m'intéresser un peu à la maman. En quoi va consister son séjour au Cameroun? Ce sera uniquement découverte, Douala, Yaoundé, je ne sais pas. Ou alors ce sera uniquement le village, ou alors l'insertion, lui apprendre à dire quelques mots dans sa langue.
Je vais savoir, parce qu'un retour aux sources, vous l'avez dit, mais la suite, c'est quoi pour elle? La première des choses, c'est d'abord découvrir le Cameroun. Les endroits, si j'ai la possibilité de l'amener n'importe quel coin, là où il y a la vraie pauvreté, là où il y a les riches vivent, parce que je veux qu'en rentrant, elle a l'image du Cameroun. Donc, comme elle a dit que si un jour, elle devient vraiment une riche, par exemple, elle va aider le Cameroun. Donc, je veux qu'elle aille dans les coins très pauvres. Ce qui me fait un peu peur, c'est sa sécurité. Donc, je veux qu'elle découvre vraiment le Cameroun et sa passion de musique. S'il y a la possibilité, et elle a son oncle Désiré Djeffré qui est dans le boulot, il peut l'amener partout, dans les cabarets, voir comment ça se passe au pays. Alors, une toute jeune fille, à peine adolescente, qui commence une carrière de chanteuse avec des parents qui voyagent beaucoup dans le monde, est-ce que vous ne craignez pas pour sa stabilité en réalité? Comme on voyage, mon mari et moi, on voyage partout dans le monde entier. Je ne prends pas cette décision seule. Chaque fois que je veux voyager, j'appelle mes enfants. S'ils sont d'accord... C'est pour dire aujourd'hui qu'il faut choisir entre les études et le plan de carrière, c'est ça? Parce qu'il faut bien que votre entretien nous serve à quelque chose pour ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut orienter une toute jeune fille qui a de la vocation dans un domaine précis au détriment de ses études, qui peuvent en prendre un coup? Les études sont très importantes pour nous. Donc, elle fait les deux. Donc, la chanson, c'est sa passion. Mais on veut que nos enfants ont aussi quelque chose dans la tête. Parce que si ça ne marche pas de ce côté chanson, elle a quelque chose d'autre à faire. Donc, les deux, elle doit suivre les deux. Parce que nous, c'est les études. La première des choses. Très bien. Vous lui repassez le micro, effectivement. Et là-dessus, peut-être, s'il y a une question, je voudrais lui reposer celle-ci. About your study, what is most important, study or the singing? I would say study is more important because singing I have time to do, I can do it whilst doing anything, but study I really have to do that because let's say my music career doesn't work out, I couldn't do anything else. So I would say study hard, that's the most important, but don't give up on your true dream. Yeah. Ok. C'est bien. Alors, une autre question, Bombok, Mbengan? Je voudrais savoir si dans son plan, qu'est-ce qu'elle envisage de faire dans ses études? What do you want to do in your studies? Well, either way, I'm going to study music. So if I don't make it as an artist, I will still do something with music. If it's going to be a singing teacher, vocal coach, anything like that, it has to be with music. Ok, ça c'est important parce qu'on le voit, Megui, depuis bien longtemps en France aujourd'hui, on commence par enseigner les chants, que ce soit dans les télé-réalités, parce qu'elle a parlé des chants, des enseignements, même dans des émissions comme The Voice. Je pense que c'est vraiment des couloirs qui permettent d'en faire un vrai métier aujourd'hui. Donc, il me semble qu'il y a de plus en plus de jeunes talents au Cameroun aussi qui peuvent s'en inspirer. Oui, mais justement, il faudrait qu'aujourd'hui, qu'on ait une véritable politique qui accompagne les jeunes, parce que l'école, c'est bien. L'école, c'est très bien, mais il faudrait qu'on sache que l'école, on s'instruit à l'école. C'est bien qu'on puisse l'avoir, on ne sait jamais. Mais il y a des jeunes qui peuvent se démarquer ailleurs, notamment dans ces métiers-là, qui aujourd'hui, chez nous, sont un peu considérés comme un peu dévalorisants, sont dévalorisés même. Donc, il y a des talents qu'on devrait accompagner, notamment, je pense à peut-être l'ouverture de conservatoires, pourquoi pas, pour essayer, on parlait aujourd'hui de notre musique qui va en chute libre et tout, parce qu'il y a une réelle absence de professionnalisme désormais. Tout le monde se jette comme ça dans la musique parce que certains trouvent en ce métier-là l'opportunité de voyager, aller de l'autre côté. Pourtant, c'est un réel métier. On peut avoir des conservatoires, essayer de faire les choses de façon plus sérieuse. Est-ce que ça existe même là-bas? Peut-être qu'il faut qu'elle nous dise entre le Danemark et la Norvège, parce que pour l'instant, vous êtes installé en Norvège. Est-ce qu'il y a ces conservatoires-là de... you are learning singing in the... To be honest, I've never gone to any singing class or vocal coach or something.
every chance I get to sing in front of people or alone, I sing. But I've never actually gone anywhere to learn how to sing. So. Ok, très bien. Mary, oui. Non, ça, vous savez, et il y avait, vous vous souvenez sûrement du groupe Rumta avec Kembe Sok à l'époque. Et justement, il y en avait, je veux dire, il y avait une volonté de privés à faire pour promouvoir la chanson à partir des jeunes, mais l'État n'a pas accompagné. Il en était de même pour ceux qui allaient se lancer dans le théâtre. Parce que s'il y avait les Angelbert Vin, Guillaume Oyonumbia, Mbole Boutake et tout, qui voulaient, et Daniel voulait encadrer des jeunes, mais ça n'a pas été le cas. Donc vous avez bien fait de rêver. Moi, c'est ça, ça me manque qu'on voudrait attirer l'attention aussi. Effectivement, c'est-à-dire qu'il y a la passion de l'enfant, elle veut faire, mais il y a l'éducation, comme vous avez dit. Comment concilier les deux? Et surtout, comment faire en sorte que la passion ne l'emporte pas sur l'éducation. Mais bon, ce débat intéresse beaucoup plus nos téléspectateurs, majoritairement camerounais. Est-ce que on peut leur demander de bien organiser les carrières de leurs propres enfants de cette nature? C'est-à-dire, si vous avez un enfant à la maison qui, à peine adolescente, a déjà une vocation pour tel ou tel métier, est-ce que vous allez l'y orienter ou bien la laisser davantage suivre les études? Dans le contexte camerounais, c'est compliqué de laisser un enfant suivre sa vocation de footballeur, d'artiste ou de quoi que ce soit. C'est difficile. Il faut l'orienter prioritairement pour l'école. Parce que là-bas, il n'y a pas, je parlais tout à l'heure du groupe Rumta. Vous ne savez pas où ça se trouve. Or, notre sœur, notre compatriote qu'on appelait Princesse Erika, lorsqu'elle a dit à ses parents, vous savez, moi je connais son papa, qui est ingénieur informaticien, l'un des gars qui ont informatisé l'Algérie, tout le secteur public en Algérie. C'est bien le père de... Mais lorsqu'elle dit, j'arrête, je peux le tuer, il suffisait que son papa suive. Il en met de même de l'autre, le leader du groupe X-Malaya. Oui. Sa maman, professeur, voilà. Ces gens-là sont enseignants. Il fallait donc qu'il l'encadre et d'une certaine manière. Donc, s'il se désigne davantage des initiatives privées. Or, en Europe, l'espace est un peu, je dirais, un peu, j'allais dire sain. J'allais dire sain pour propice. Que... Voilà, propice, voilà, merci. Ça, propice à l'épanouissement. Donc, c'est ça que je voulais. Pour qu'aujourd'hui, oui, votre enfant veut être musicien, chanteur, laissez-le, mais encadré, mettez-y les moyens et vous-même. Et c'est dommage pour le Cameroun, justement, qu'on n'ait pas, que les choses ne soient pas faites de cette façon, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup de jeunes qui passent à côté de leur vocation et on se dit que non, c'est toujours l'école. L'école c'est bien, mais tout le monde ne peut pas forcément devenir biochimiste ou médecin ou architecte. Il y a des gens qui ont des vocations, il y en a qui ont un don pour une activité sportive. Malheureusement, il n'y a pas de mesures d'accompagnement, il n'y a pas d'organes pour accompagner ces jeunes-là. C'est pour cela que parlant de sport, effectivement, les Occidentaux l'ont compris, Megui. Dans le domaine de la formation dans les métiers du football, il y a ce qu'on appelle le modèle sport-études. Voilà. Comme le disait la maman tout à l'heure, c'est-à-dire si ça ne marche pas forcément dans le sport, puisque très peu accèdent au professionnalisme. Donc on prévoit toujours qu'il y ait les études à côté pour bien rattraper. Et surtout que l'enfant soit bien formé pour savoir, par exemple, signer son contrat. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut peut-être louer, c'est l'occasion de le dire, peut-être qu'avec la chance, on aura sur le plateau l'initiative de ce tennisman-là. Je ne sais pas si vous connaissez Joe Yebok. Oui. Joe Yebok, justement, qui est en train de mettre sur place une académie de tennis ici au Cameroun. Sur le modèle sport-études. C'est pour ça, même quand on parle d'académie du football, il faut un complexe études. Je crois que la Kadi Sport Academy avait essayé aussi, mais sans beaucoup trop de succès, parce qu'il faut bien que le volet études ressorte. Donc on va tirer les conclusions, oui. Si tu me permets, la question à l'invité. C'est que ici, là au Cameroun, quand tu viens, tu présentes ton support à quelqu'un, il te pose les conditions. Je veux savoir si ça se passe comme ça. Si on a posé les conditions à... elle est encore jeune, mineure, adolescente, donc... Ça se passe, on connaît ça ici, Sam. Oui. On ne connaît pas ça ici, il y a toutes les conditions. Oui, mais elle n'est pas encore chanteuse professionnelle, forcément. Donc, elle apprend à chanter malgré le talent qu'elle peut avoir. Donc, on va sortir avec vous, madame, et votre jeune fille. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? Parce qu'elle a dit que si elle grandit, elle peut revenir au Cameroun, aider son pays, si elle devient un peu plus épanouie aujourd'hui. Your last word, just for I would say
I really want to come back and help everyone. And all I can tell you is follow your dream and don't let anybody tie you down. No matter what they say, you're good enough and you But can when do you it. don't have means to follow your dreams, what do you do? I would say stay in school, yes. But I think if you really, really want something, God will help you. He will show you opportunities and you will find a way to do what you want. Voilà, on va vous remercier, madame, pour votre fille. Vous dites merci avec le micro également. Merci beaucoup pour tout le monde. Merci. Et vraiment, ça me fait l'honneur parce que, comment dire, cette occasion que vous avez reçue, ma fille, aujourd'hui, elle n'oubliera jamais ça. Merci pour l'occasion que vous avez reçue, ma fille, aujourd'hui, elle n'oubliera jamais ça. Merci pour toute l'équipe de cette émission, voilà, et de Equinox Télévision. Ouais. Voilà, elle a dit quelque chose de très fondamental. Il faut croire en vos rêves, même si vous n'avez pas les moyens. Pour sortir un message. Dieu vous donnera les moyens de réaliser vos rêves. C'est ce que j'ai retenu. Oui. Et peut-être un message donc, Oui. qui nous dit cette maman n'est pas comme les autres mamans superstitieuses qui disent qu'il y a la sorcellerie au village car elle laisse ses enfants venir au pays. Bravo à cette femme et à cette fille. Grâce à elle, beaucoup d'autres qui avaient peur vont maintenant revenir. Je les aime bien, Ibrahim, depuis Bafia. Merci beaucoup. Voilà, on va vous laisser repartir. Xamina Jorgensen avec sa mère qui passe de belles vacances au Cameroun. Donc, si ça peut servir d'exemple à la jeunesse d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Le Zénith évolue avec la pause musicale et la deuxième partie juste après. Merci beaucoup à la réalisation. Pour cette chanson, c'est Mousseba qui est métisse aussi, un peu hybride. Elle a des origines bien camerounaises. Là, c'était une chanson en compagnie du Nigérian G. Martins. Et le message, vous l'avez bien saisi, d'ailleurs, qui rejoint le message de notre jeune artiste invité tout à l'heure, Xamina, la danoise. Il faut chercher parce que un jour pour toi va sortir. J'aime beaucoup cette expression également. Il y a une autre chanson qui marche très très fort dans le même sens aussi depuis quelque temps venant de Côte d'Ivoire du DJ Kérosène. Essayez d'écouter et vous m'en direz bien de choses. Donc pour dire malgré les vicissitudes, malgré les circonstances, ne perdez jamais espoir. Il faut toujours croire en vous puisque à force de prier, Dieu lui-même arrive à vous trouver les solutions. Voici la suite du Zénith avec vous, Meggy, quelques messages. Voilà, donc sur la colère de Charles Armel, avant tout, c'est un fléau parmi tant d'autres qui minent le pays. Le pouvoirisme a pris en otage l'État camerounais au profit du trafic d'influence, la corruption, la malgouvernance, le laxisme, le sectarisme, l'injustice sociale. C'est lamentable pour un pays qui aspire au développement et au bien-être du citoyen. Il faut la moralisation de la société par le haut, surtout de ceux qui nous dirigent. Donc, notre message qui nous dit... Alors, moi, je m'interroge sur pourquoi les veuves au Cameroun ont du mal à recevoir leur pension. Mon beau-frère, depuis 7 ans, sa veuve qui, effectivement, ne connaît aucun grand, comme on dit souvent, son dossier disparaît au ministère. Mon beau-frère a travaillé à Meyome Sala. Avant d'être nommé diplomate, ses enfants et sa femme sont aujourd'hui dans la misère à cause du gouvernement plus que médiocre. Je pleure à cause de cela. Merci. On avait quand même noté ce dysfonctionnement depuis 1992. On avait d'ailleurs interpellé le ministre de la fonction publique, Sadi Daïrou à l'époque. Il n'a pas pu répondre. On lui posait effectivement la question de savoir comment quelqu'un, même les fonctionnaires, dès qu'ils vont à la retraite, on leur demande encore de reproduire les papiers alors que les avancements faisaient tous les 2 ans. Pourquoi arriver à la retraite, ils ne peuvent pas bénéficier des droits à la retraite pour eux? Plus forte encore les veuves. Alors que pour les veuves, il suffit seulement de faire ce qu'on appelle un conseil de famille. On vous établit un certificat de non-remariage pour aller bénéficier de la pension retraite de votre mari. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas parce que vous n'avez pas quelqu'un derrière. Voilà, au sujet de l'histoire du jour d'Aribel, Francine depuis Bonamoussadi qui nous dit moi je dirais que le retour au village se prépare avant la retraite. La dame doit vivre en sachant qu'elle doit retourner au village un jour. C'est juste une question d'une entente entre les deux conjoints.
Préparez vos femmes à la retraite. Préparez-nous. Si vous passez le temps à nous donner les smoufons fumés, les jobajos, les ceci, c'est la femme même. Vous un jour, vous coupez une fois comme ça, la tchac pour nous avoir au village. Préparez-nous. On sait que demain, c'est que quand vous travaillez, ce n'est pas votre travail, vous allez prendre la retraite un jour. Préparez déjà la femme. Le jour où vous prenez les congés, allez au village, passez tous vos congés au village. Apprenez déjà la femme à toucher la houe. Une femme n'a jamais touché la houe, même pour saquer la devanture, sa devanture. Un jour, vous vous levez que, on va aller au village. Quel village? Est-ce que partir au village, c'est forcément toucher la houe? C'est pas toucher la houe. Il y a des gens rebelles. Il y a des gens qui vont au village, qui ont 10 hectares de terrain qui sont défrichés par des Bamenda, ce qu'on appelle Bamenda. On va à Bamenda chercher des gars qui viennent travailler. C'est pas forcément. Le travail de la femme peut être de superviser les travaux qui vont être faits. Elle doit être près de son mari. La place d'une femme n'a jamais été loin de son mari. Lorsqu'elle légalement et légitimement sont mariées, elle s'est proche de son mari. Si elle décide, elle peut poser. Je m'attendais à ce qu'elle pose la condition en disant, ok, ouvre d'abord une garderie ou une crèche avant que je ne me déplace. Comme ça, ça va faire 2, je vais descendre de temps en temps, superviser. Mais comment dire que je n'ai pas touché là-haut parce que je n'ai pas fait ci, parce que je n'ai pas fait ça? Alors ça suppose qu'au fond, soit elle a quelqu'un avec qui compte la bien l'entretenir. En l'absence de son mari, elle ne veut pas le dire. Non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Qu'elle dise une fois qu'elle a quelqu'un qui va bien l'entretenir, que d'accompagner son mari. Mais une chose est sûre, c'est que l'homme en avant s'installe au village ne sera pas seul. Très bien, on prend la revue des réseaux sociaux puisque l'heure est venue pour nous y introduire. Voici donc la revue du net avec vous, Maggie. Et voilà donc qu'est-ce qui défraie la chronique sur la toile. On a parlé justement beaucoup ces derniers temps, ou alors hier, depuis hier, justement de ces résultats du baccalauréat qui seraient donc en retard du fait de problèmes financiers. Donc des correcteurs qui se plaignent de ce qu'ils n'ont pas été payés jusque-là. Ils ont attendu un communiqué du directeur de l'office du baccalauréat en la personne de M. Karim Badsoko qui n'arrive pas, voilà, donc il faut le dire, les moyens financiers pour payer les correcteurs ne sont pas disponibles. Pourtant, c'est depuis 3 semaines que les enseignants ont achevé la correction des copies des candidats. Donc, selon une source sûre au ministère des enseignements secondaires, le Cameroun a des problèmes de finances et ce n'est en aucun cas de la faute du directeur de l'office du baccalauréat. Quel est le budget de l'office du baccalauréat? Vous le connaissez, un bon boc, je crois que ça... Un peu plus d'1 milliard. Voilà, un peu plus d'1 milliard de francs. Oui. Mais sauf qu'effectivement, ce budget, il n'a pas de fonds propres, c'est-à-dire que c'est décaissé à partir du ministère des enseignements secondaires. Et le dit ministère des enseignements secondaires doit également faire une note pour que le ministère des Finances débloque cet argent. Alors, cette information a quand même été recadrée par un communiqué rendu public hier par les soins du dit ministère des enseignements secondaires, de la signature de Jean-Ernest Ngalé-Bibeye, qui ne reconnaît pas la réalité qui est décrite dans cette information, Charles Amé. Il faut dire, Sam Séverin, que lorsqu'on est dos au mur, on se permet de tout dire. Rappelez-vous de la réaction de Hans-Michel Angouin lorsque les enseignants grévaient. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah bon? Je n'étais pas au courant d'une telle situation. Maintenant que j'ai pris acte, comme si c'est nouveau dans ce pays, on sait que c'est un jeu. C'est un jeu qu'il faut dire. Rappelons-nous que pour la première fois au Cameroun, on a payé le 27, ce qui n'avait jamais été fait pour les fonctionnaires. C'est le 27, on s'est dit qu'il y a une sérieuse crise dans les caisses de l'État, mais qu'il trouve la force de dire, nous sommes en crise. Aujourd'hui, on nous dit c'est en 2018 qu'on va réduire. On va passer en application la réduction du train de vie. C'est en 2018 qu'on va chasser les fonctionnaires fictifs, ceux qui dérangent. C'est en 2018. Non, maintenant c'est là, les enseignants sont en train de bloquer. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Trouver une solution palliative en ce moment, parce qu'à défaut de ça, les résultats ne sortiront pas. Est-ce que c'est les PV qui sont bloqués? Est-ce que c'est les comptes rendus, les procès-verbaux de correction? Il faut aller savoir, est-ce que dedans ça ne va pas prêter désormais à un tripatouillage où n'importe quel type de nom et tout va pouvoir s'infiltrer? Il y a tout ça. Et vous savez qu'au Cameroun, quand on retarde d'une seule heure, le faux qui passe, c'est indescriptible. On a bien le sentiment que le Cameroun se désagrège à tous les paliers. Progressivement, chaque jour, il y a un nouveau goulot d'étranglement. Déjà, vous parlez de l'incurie des ministres en place. Il y a celle-ci relevant toujours du ministre impopulaire de la santé publique aujourd'hui, parlant de André Mamafouda, parce qu'il y a le même type de cas concernant les malades en attente de dialyse, les insuffisants rénaux, puisque la promesse qui avait été faite, on nous a dit que 500 kits sont arrivés, mais il savait que c'était que du bluff.
Aujourd'hui, on est toujours au statu quo ante. Bon, revenons à l'éducation avec vous, Aribel. Le baccalauréat, on dit que les corrections sont bloquées, donc les résultats vont encore attendre aussi. Alors ne perdez plus le temps à nos enfants. Nous, on ne dort pas, on veut savoir. Moi, j'attends. Moi, je suis à l'attente. Je veux savoir si mon fils doit avoir le bac pour me préparer déjà à l'université, savoir comment l'orienter. Quand vous perdez le temps comme ça, là, on peut toucher l'argent là. La maladie peut venir, on touche l'argent là. Vous nous perdez le temps. Et le ministre, Papa Ngalé, quand tu es arrivé, tu as bien chauffé. Moi, je croyais que tu devais bien faire. Tu as fait les sorties, les sorties. Si tu savais... Il fallait m'appeler, je te dire que tu ne fasses plus les sorties, tu gardes l'argent parce que je connais vos sorties. Je connais combien coûtent vos sorties. Tu dois garder l'argent même de 2 sorties pour payer ces gens-là. Pourquoi voulez toujours que les enseignants grèvent? Pourquoi voulez toujours qu'on grève avant que vous n'arrangez les problèmes? Arrangez-nous ça vite. Pardon, je veux savoir parce que l'argent est à garder quelque part. Si je touche ça, Monsieur Ngalé, tu vas payer la scolarité, mon enfant. Mais Guy Aribel a touché un point important que soulevait toujours Charles Armel, parlant du train de vie. Parce que si on avait réduit, parce qu'aujourd'hui, si on est en crise, c'est parce qu'il y a eu malgouvernance. Donc, on ne peut pas comprendre que des corrections soient bloquées. Et là, déjà, l'année scolaire a été difficile avec le départ du système anglophone. Si maintenant tout le baccalauréat, même du sous-système francophone, est menacé, je crois que cette année est bien compliquée. C'est extrêmement scandaleux. Alors, quand on a des problèmes déjà de paiement des correcteurs des copies du baccalauréat, ça coûte combien? Si on veut faire même une estimation. 200 la copie. Voilà, ça coûte combien? Qu'on en soit à faire des problèmes pour cela, que des enseignants se lèvent pour bloquer les résultats du baccalauréat parce qu'ils n'ont pas été payés. Franchement, ça veut dire que les choses vont extrêmement mal. Les choses vont extrêmement mal. Je me demande bien si exactement c'est l'argent qui manque ou ça part du refus ou l'irresponsabilité de ces... Vraiment, le ministre des enseignements secondaires, moi j'aimerais qu'il se prononce et qu'il soit... Il s'est prononcé. Il s'est prononcé, qu'il dise aujourd'hui qu'il ne reconnaît pas que les enseignants réclament le paiement de la correction de ces copies-là. Je dis, c'est quand même gros. Il peut avoir des aérés, hein. On peut avoir des aérés. Ils peuvent souffrir d'avoir des aérés. Laisser au moins qu'on puisse, n'est-ce pas, de livrer ces... Mais il faut réellement s'en inquiéter, Charles Armel. Je m'en inquiète d'autant plus pour la presse parce que la presse aujourd'hui est mise à contribution. Quand on apprend que des 500 kits annoncés pompeusement par la presse était que du bluff, c'est aussi à se poser la question de savoir, mon Dieu, est-ce que cette presse prend la peine de tamiser parce que les gens ont cru. Vous avez vu, on a levé, ils ont pratiquement levé les boucliers en se disant, c'est arrivé. Là où j'ai été intrigué personnellement, et j'ai fait une remarque là-dessus, c'est qu'on a dit c'est arrivé, mais c'est à Douala que c'est arrivé. On n'a pas dit comment ça devait être réparti. Non, je crois que c'était en 2 vagues. On avait annoncé l'arrivée de 500 kits. Pourquoi à Douala d'abord? Plus 4500. Plus 4500. 4500 qui devaient arriver dimanche. Donc voilà. De toute façon, rien n'est arrivé et puisque les gens qui attendaient sont toujours en souffrance. Nos enseignants vraiment libèrent aussi. Voilà. Maintenant, pour les enseignants, bon, il faut espérer quand même que cette année puisse être sauvée. Bon, les assurances apportées hier par le ministre dans son communiqué, on espère que finalement, on aura les résultats de l'office. Ça ne soit pas comme le BPC. Les résultats du baccalauréat, même si cette année... ne soit pas comme le BPC. Il n'y a pas d'argent, il faut le dire ainsi. C'est depuis mars 2007 que nous sommes sous plan ajustement structurel. Et le ministère, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et il y a eu... Donc même les fonctionnaires sont menacés. Oui, il n'y a pas. Il y a eu grève ici pour la correction des copies du CEP. Je dis que ça ne soit pas. 60 francs la copie. Le Common Intrans. Voilà, le Common Intrans. 60 francs. Maintenant, la copie est à 200. À 33 francs. Ils ont descendu à 33 francs. Pour le Common Intrans. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Et là, c'est menacé pour vous répondre clairement. L'année scolaire 2017-2018 est menacée, même dans le sous-système francophone. Voilà, on passe à la deuxième information. Donc la deuxième information sur cette affaire qui fait beaucoup de remous relative à la mort de l'évêque, voilà, Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, toujours des rebondissements. On se rappelle que lundi dernier a eu lieu la conférence plénière des évêques d'Afrique centrale du côté de Yaoundé. Donc à la sortie, il y a eu un communiqué des évêques du Cameroun signé par Monseigneur Samuel Cléda, président de la conférence épiscopale du Cameroun. Il en ressort donc que les évêques maintiennent leur déclaration du 13 juin 2017 selon laquelle Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a été bel et bien assassiné
assassinés. La certitude morale des évêques repose entre autres sur le fait que le corps qu'ils ont vu et reconnu au bord de la Sanaga et à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé, et qui était la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala, portait des traces de violence. Également, les autorités de l'Église catholique disent non pas avoir reçu le corps de leur évêque, contrairement à ce que nous disait le communiqué du procureur de la cour d'appel du centre Jean-Fils Tamac. L'Église attend donc que ce soit fait après identification de la dépouille. Voilà, ça pose beaucoup de problèmes, mais dont deux me semblent fondamentaux. Le premier, c'est la remise du corps. Le corps, c'est le procureur qui a dit mort suspecte. Ça veut dire que le corps est sous scellé judiciaire. Il ne peut pas, ce n'est pas par communiqué de presse qu'il va dire, bon, moi j'ai fini, prenez le corps, allez enterrer. Ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il saisit. Ça veut dire que ce procureur ne connaît même pas son boulot. Vraiment, c'était tiré par les cheveux. Et il ne veut pas. Justement, comme on dit qu'il n'y a pas de crime parfait, on l'a amené peut-être à faire des choses. Bon, il l'a mal conclu. Il sait pertinemment qu'il doit écrire à l'épiscopat que par rapport à ceci, maintenant le corps est à votre suite. Et c'est ce document que l'épiscopat amène à la morgue pour saisir dans le corps. Deuxième problème, ça pose le problème de la justice, Sam. Le premier président de la Cour suprême nous rappelait ici, non à la justice privée, vraiment, ayez confiance à l'institution judiciaire dans notre pays. Mais ça pose donc le problème de cette justice-là. Ça veut dire que cette justice va nous amener donc à l'état de nature. C'est-à-dire que le Cameroun pourrait cesser d'être un état de droit pour devenir simplement un état, c'est-à-dire un monstre froid. On va donc assassiner les citoyens sans clarification. Y compris les prélats. Alors, je suis quand même scandalisé. Parce que, rappelons-nous, pour l'affaire de Sam et Foulane, il y avait une enquête qui avait été ouverte. L'affaire de Lacnios, une enquête avait été ouverte. On se retrouvait au pseudo-drame qu'il y avait eu du côté de Ngouti, où pendant qu'il roulait avec de l'essence sur la IAS, un bidon s'était cassé, ça avait dégouliné. Il y avait un individu qui fumait dans la voiture, il y avait eu feu, ça avait fait l'objet d'une enquête. On se rappelle du drame des ECA, une enquête. Mais pourquoi étrangement le chef de l'État ne commet pas une commission nationale d'enquête sur une question aussi sensible que le décès par mort suspecte d'un archevêque? Récidiviste. C'est des récidives. Voilà. Donc, vous savez ce qu'on fait à chaque fois qu'on reparle de ça et qu'on nous remontre les images de ce corps qui est pêché comme un poisson pourri dans les eaux de la Sanaga, avec les pieds de Monseigneur. Alors, je ne sais pas comment les gens ressentent ça, et quand le monde entier le regarde, et qu'on est en train vraiment de s'amuser, ça c'est pour vous rejoindre. Je ne sais pas si on est encore normaux. C'est ça que je dis, il faudrait qu'une commission, parce que d'un côté nous avons l'Église qui maintient sa position, pas une, pas deux fois. On a eu la sortie de Rome qui a essayé de recadrer la communication de l'Église. Nous avons d'un côté la justice qui est en train de prendre des décisions, qui a pris sur elle des décisions, la première en associant l'Église, la deuxième en décidant de mettre l'Église hors. Vous avez l'Église qui ne s'arrête qu'au constat de ce qu'elle a fait à la sortie du corps, à la découverte du corps au bord des berges de la Sanaga. Les constats faits au niveau par les médecins légistes à l'hôpital, elle ne s'arrête que là. Je pense qu'il est temps que le chef de l'État arbitre. On attendait lundi, il n'a pas fait ses sorties, mais je crois qu'à ce moment, rendu à ce niveau, il doit arbitrer. Voilà, il est mis sous pression, le président de la République, qui est interpellé sur cette dernière sortie dont l'Église qui maintient sa logique à rebelle. Ils ont dit avoir reconnu les traces de violence sur le corps de Monseigneur. Je suis avec eux. Ça. Ils ont tant tué, mais ils ont tué la personne qu'il ne fallait pas tuer. Il y a des gens que le sang sont amers. Vous avez touché le sang amer. Le fantôme de Monseigneur va vous hanter toute la vie. Et ils ne dormaient même pas. Je demande aux prêtres là de ne pas laisser, parce que si vous laissez, là, ils vont continuer. Quand ils avaient commencé, vous avez laissé, penser que c'était trop fort. Mais ils ont touché la personne qu'il ne fallait pas. Montrez-leur que le Tutsi, vous savez leur micmac, vous êtes au courant de leur micmac. Et mettez fin à ça. Parce que si vous baissez les bras, si vous cédez même seulement pour une seule seconde, on va vous ramasser, on va vous balayer, comme ils ont commencé là. Merci beaucoup. Cherchez toujours les sangs à mer. Ça va vous suivre, c'est petit. Donc pour l'instant, l'Église catholique de Rome, qui est au Cameroun, a refusé
de réceptionner le corps d'un des leurs qui se retrouve sous scellé judiciaire. Bon, de toutes les manières, on verra bien maintenant quelle va être la réaction de cette justice qui a été instrumentalisée. C'est la vie, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les observateurs nombreux qui le pensent. Et je crois, à travers le net, les réactions sont celles-là de ces Camerounais qui sont abasourdis. C'est même un fait, une justice qui a été confondue, qui devrait aujourd'hui avoir honte. C'est-à-dire qu'un procureur de la cour d'appel qui prend un communiqué en disant de façon claire et nette qu'ils ont remis la dépouille de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala aux autorités catholiques. C'était un mensonge. C'était un mensonge. Voilà. C'est un gros mensonge, c'est une honte. C'est une honte. Il faut quand même aussi dire qu'il y a les fidèles qui sont en train de se préparer après le Tidoum qu'ils ont eu à organiser. Ils se préparent à descendre vendredi dans la rue pour réclamer eux aussi les fidèles. Ils se sont constitués en collectif. Ils ont dit qu'ils vont demander la vérité sur le décès de Monseigneur Bala. Est-ce qu'il y a encore lieu d'y voir une instrumentalisation? Là, il faut se poser les véritables questions. Est-ce que ça aura lieu à Bafia? Et ça va venir d'où? Vraiment, est-ce que l'Église aujourd'hui, moi je pense, c'est pour ça que je demande l'arbitrage du chef de l'État. Le chef de l'État aujourd'hui, en tant que premier magistrat, devrait arbitrer en disant, bon voilà, on appelle, je ne sais pas si on a déjà attrapé, puisqu'on dit que les enquêtes se poursuivent, d'un côté on dit c'est déjà clôturé, c'est une noyade. Il faudrait qu'il y ait un arbitrage dans tous les cas et qu'on nous dise que l'Église qui récupère le corps, c'est si elle récupère le corps d'un noyé, d'un assassiné par noyade. Il faut qu'on sache véritablement. Voilà. Et surtout que cette Église soit unie, hein, une et indivisible en ces circonstances particulières. Parce qu'on n'a pas le sentiment que toute l'Église regarde dans la même direction. On n'a pas beaucoup entendu Monseigneur Jean Barga de l'archidiocèse de Yaoundé, l'archevêque métropolitain, puisque c'est quand même dans sa région que tout cela est survenu. Mais depuis que ça a commencé, bon, on ne le voit pas trop. Même quand la presse essaye de le chercher, on ne le trouve pas. Donc, vous oubliez la loi du parrainage? La loi du parrainage. Voilà, dernière information, ça concerne des militaires et des policiers, voilà, qui s'affrontent. Et c'est à Douala la troisième. Bon, ce n'était pas une bagarre générale, mais ça y ressemblait tout de même. Voilà, donc un fait assez insolite, Sam Séverin, une femme policière qui a donc été tabassée sauvagement par un militaire. Ça s'est passé vendredi dernier au carrefour dit Nialarai, donc sur la toile. On parle de cette femme-là, policière en plein service de régulation de la circulation, qui s'est fait battre par un militaire qui voulait absolument forcer le passage sur sa moto. Donc stoppé par cette dame, le militaire est descendu de sa moto et c'est lui a rossé la jeune dame qui a eu la vie sauve juste par l'intervention massive des populations de ce côté-là. Donc d'autres militaires sont arrivés sur les lieux et naturellement ont pris le parti de leurs frères d'armes, mais seulement on se pose la question de savoir quel est donc cet éternel conflit qui aujourd'hui subsiste entre les policiers et les militaires. Qu'en est-il? On cherche toujours à savoir. Mais vous avez sauté la vraie problématique. Le gars était en retard à la relève. Quoi? Il jonglait avec sa moto pour arriver à l'heure, n'est-ce pas, pour relever, pour être passé. Aucun pour être aucun, c'est tout. Tu imagines? On l'a bloqué à ce niveau que monsieur, vous ne passez pas, vous êtes en train de forcer le niveau bloqué qui? Moi qui suis en retard, ou bien ma moto. Alors c'est là où... Non, mais je vous dis, c'est ça le problème. À 7h, à 16h... Ce sont des militaires qui relèvent du camp marié. Oui, qui rentrent, oui. Donc à 7h, quand l'heure de 16h, 17h, 18h, à partir de 7h, c'est des gars très nerveux que vous rencontrez du côté d'un Ndoko qui sont prêts à tout, non, je vous le dis. Et si vous avez vu, qu'est-ce qui a été... Les autres militaires ne sont pas venus frapper eux aussi la policière, mais ils sont encadrés pour qu'ils puissent disparaître et pouvoir partir. Donc il faut dire, et on le disait, ça fait partie du même trafic d'influence aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui. Qui fait quoi? Le militaire, son rôle, c'est d'être dans la caserne, tandis que le rôle du policier, c'est de maintien de l'ordre. Il est là pour maintenir l'ordre, et je pense que même dans sa qualité, il peut interpeller un militaire. Tout à fait. Dans un pays normal, on aurait pu interpeller le dit militaire, parce que la police, le corps de la police, peut se sentir un tout petit peu frustré, et c'est un euphémisme en réalité. Oui, pas peu. Là, le corps de la police est senti frustré, mais là, va seulement que, bon, la réaction est lente de la part des autorités policières de la région. Le militaire avait, comme tout le monde, est assujetti à s'arrêter.
Qu'il soit en retard ou pas, il doit s'arrêter. Maintenant, il peut demander... Et même de tabasser la policier. Parce que même il peut refuser d'obtempérer, mais pas porter sa main sur la... Pas du tout. Et là, effectivement, il doit être passé, ce qu'on appelle un service de discipline. Il doit être traduit au conseil de discipline de l'armée. Si, bon, peut-être comme ils disent que c'est la grande muette, on ne sait pas ce qui se passe là-bas chez eux, mais il doit être traduit en justice, devant le conseil de discipline de l'armée, et que la police doit veiller à ce que cela soit fait, et que leur corps soit protégé. Le dérapage avait commencé, je tiens à préciser que le dérapage avait commencé à Yaoundé, du côté d'Obili. Obili précisément, à quelques encablures de Mélène, où un camion de jeunes élèves, je pense bien, de la garde présidentielle, et sortait d'une relève, il sortait de la relève, ils avaient passé des jours à la relève. Au niveau d'Obili, il y a eu un embouteillage. Il y avait un monsieur dont le véhicule ne parvenait pas à démarrer. Donc pendant qu'il klaxonnait, le gars a juste fait signe que vraiment, je m'excuse, la voiture ne parlait pas donner, donc traverser, sauter. Les gars ont imaginé que, permettez-moi l'expression, que le gars, c'était un manque de respect. Ils sont descendus, ils ont roué de coups ce monsieur, à tel enseigne que c'est à la fin, avec les dernières forces qu'il lui laissait, qu'il a sorti son bac pour dire je suis prêtre. C'est un prêtre qu'on était en train de tabasser. Dieu merci, ils ont réussi à fuir quand les populations arrivaient. À la fin, c'est passé sous silence. On n'a jamais pu dire quel était le camion. Est-ce qu'il y avait un camion dehors? Est-ce qu'il est obligé habilité? On a même sorti les relevés. L'ensemble, la plaque. Je vous assure, cette affaire est passée comme ça pour dire qu'à un moment donné, il y a quand même cet incivisme qu'il faut noter de la part de la tenue. Très bien. Oui, Sam. Laissons de côté que la tenue. Qui t'a demandé, qui t'a dit qu'on tape sur la femme? On ne tape pas sur la femme, encore en pleine rue. Non, c'est pas parce que tu portes la tenue. C'est ça que j'ai dit que, comme le gouvernement a augmenté le prix des impôts, des timbres, ils passent leur temps à lancer les concours. Vous sortez de nulle part, vous déposez, on vous recrute, on vient même pas un examen de conscience. On vous donne les tenues, vous portez, vous passez le temps à taper sur les gens en route. Méfiez-vous. Tu passes, une femme, elle respecte d'abord son travail. Elle est en train de diriger la circulation. Tu sors, tu tapes sur elle, que tu es qui, tu es son mari. Le genre d'homme là, non, ne parle même pas fort à la maison. C'est le genre d'homme que quand la femme fait, il dit chef. Il dit en route taper la femme de quelqu'un. Qui t'a donné l'autorisation? On doit te déshabiller. Le style là doit être déshabillé. Parce que ça pose problème de la formation, la qualité de formation qu'on donne à ces militaires, les hommes de troupes là. Est-ce qu'on ne leur dit pas que la tenue qu'on leur donne n'est pas de nature à... Tout à fait. Et là, l'enquête de moralité, voilà. comme il a dit justement, quand vous n'avez que leurs cibles, ce ne sont pas les populations, ce ne sont pas les civils en réalité. Nous ne sommes pas en temps de guerre, on les attend au front et qu'ils ne doivent pas sortir leurs muscles pour des cas comme ça. On avait interdit que les policiers et les hommes en tenue ne se retrouvent dans les débits de boissons. Qu'est-ce qui se passe à PK14? De PK8 jusqu'à 21, 27. Ils sont là en train de consommer de l'alcool. À des moments, même, ça finit par bagarre. D'où vient-il que dans un pays comme le Cameroun, où les militaires sont censés dans les casernes, on les retrouve assis devant les microfinances, avec des armes en train de menacer les gens? Donc c'est un problème de commandement aussi. Donc le commandement dans le secteur militaire doit prendre ses responsabilités. Voilà, nous on prend les nôtres. À présent, voici interpellation dans la suite de ce programme. Pour moi, déjà, je souhaiterais que beaucoup de Camerounais changent leur mentalité. Parce que beaucoup adorent gagner sans mettre la main à la pâte. Et ça ne contribue pas déjà à notre évolution. J'ai trouvé au cours du voyage, par un exemple, que beaucoup des hommes en tenue profitent derrière des transporteurs en les anaquant, comme je peux dire, en faisant des contrôles où ils ne regardent pas ce qu'ils font comme contrôle, mais font de ça un pillage pour eux. Et ça n'évolue pas pour la nation du Cameroun. Je souhaiterais déjà qu'ils changent déjà cette mentalité et font le travail qu'il a signé sur le terrain. Et beaucoup doit évoluer pour nous. Voilà, question de mentalité, donc, comme on en parlait tout à l'heure. Oui, d'abord, les contrôles de police dont le compatriote fait allusion là tout à l'heure, l'arnaque, Sam, l'arnaque. C'est-à-dire que c'est comme si ces policiers qui font la brigade routière avaient des cahiers et je veux dire les transporteurs qui traversent dans la route, quand vous dites
vous faites Douala et Déa, vous avez déjà le plat d'immatriculation. Bon, celui-là a payé à 6 heures. Bon, on le laisse passer toute la journée. L'autre, là, n'a pas encore cotisé. Bon, voilà un peu la situation. Il faut relever qu'il y a une particularité qui m'a surpris et que j'ai découvert le week-end dernier. C'est que nos gendarmes de Bekoko, il n'y a plus de lumière. Ils ne mettent plus les gros lampadaires. Maintenant, ça avait la torche. Donc, quand vous arrivez, on dit qu'on vous connaît avec les téléphones portables. Maintenant, si tu as l'infrarouge, détecte-moi. Il a la torche, il dit donne-moi le dossier. Donc, c'est maintenant avec la torche, vous ne pouvez plus, le filmer. C'est une façon de dire que les gars ont développé une autre stratégie pour éviter d'être filmés. Mais c'est terrible quand même. C'est le lieu de dire que c'est tout le système qui est pourri. On a aujourd'hui des jeunes policiers qui sont sortis de l'école, qui veulent même, hein, je pense que dès qu'ils sortent, ils sont très motivés, ils veulent bien faire leur travail. Mais il faut voir, il y a le système. Quand vous causez avec certains, ils vont vous dire, écoutez, on est en route, ok, on est là pour réguler la circulation, mais sauf qu'en rentrant, il y a le chef qui nous attend avec quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ont délaissé leur fonction même pour s'intéresser à autre chose. C'est un véritable affairisme auquel on assiste. Ils disent que non, Amot, il a dit qu'il travaille bien, non, qu'il travaille. Mais justement, voilà Amot, justement, qui est un peu combattu. Moi j'ai ouï dire qu'il est combattu. Il est combattu, par ses, voilà, par ses collègues. Combien de temps passe-t-on même pour devenir policier? Parce que quand ils vont à Montenegro, je crois que c'est quelques mois. Non, un an, quelques mois, ça dépend. Vous pensez que c'est suffisant pour devenir un bon policier? Le reste, c'est sur le terrain, parce que ce qu'on vous donne n'est qu'un aperçu théorique de la chose, vous composez, mais maintenant c'est sur le terrain qu'on vous emmène. C'est votre initiateur qui vous dit c'est petit, c'est 5000. Et pas seulement théorique, hein. Tu as pris combien? Merci Charles Amel. On évolue et puis après quand Macron viendra vous dire que le problème africain est civilisationnel, puisqu'il est difficile de voir un seul policier, CRS ou bien gendarme en France corruptible. Vous ne pouvez pas, lorsqu'il vous interpelle, vous n'avez pas le courage, vous ne pouvez pas, ça n'existe pas là-bas. Bon, ici, qui nous ont initiés. Il le faisait en 58, il a fallu que De Gaulle reprenne le pouvoir en mai 58 pour les taper. On ne connaissait pas ça. Aujourd'hui, même au Ghana, lorsque Jerry Rawlings est venu, il a assaini la situation. Aujourd'hui, c'est bon. Voilà. Voilà, bon, on va passer à autre chose à présent, sauf si Aribel voulait... Moi, je voulais dire que ça. Moi, je voulais dire que moi, parfois, je comprends ces enfants-là. Tu sais quoi? Parce que pour entrer à l'école, là, on demande des millions. On demande beaucoup d'argent. Et du coup, ça fait que quand il réussit à entrer à cette école, jusqu'à il sort, il a la rage de récupérer tout ce qu'il a eu à dépenser. Et la manœuvre aussi, tu as assisté à la manœuvre, à l'entrée à l'école là-bas. Il y a des gens qui sortent, qui rentrent avec leurs enfants. Hein. Quand ils arrivent, ils voient comment les autres qui ont lancé la manœuvre sont en train de souffrir. Ils rentrent avec les enfants. Ils disent, donc c'est comme ça, ils rentrent avec toi. Donc moi, je le comprends. Moi, je dis que c'est tout cela qui fait en sorte que quand ils sortent, ils ont la rage. Avec le Congo libre aussi, qu'on fait que limer chaque jour, on fait que limer chaque jour. On prend la lame, on ne laisse même pas avec les cheveux. Dès que ça pousse un peu, on tape. Que je dis quoi? Tu prends la lame, tu limes. Mais ils ont la rage de ça. Rire de cela voudrait dire que vous légitimez le fait pour ces militaires d'avoir tapé cette policière. Non. C'est l'ensemble des souffrances. C'est la prestation de Haribel. Non, je ne parle pas de violence. Je ne parle pas de violence. J'ai dit, prendre les 500 aux gens en route. Ils sont en train de récupérer les 1 million. J'ai dit, je connais quelqu'un qui a de 1 million pour que son nom sorte. Il faut dire qu'ils subissent aussi des pressions de certains supérieurs. Parce que quand ils rentrent, on va demander que, bon, qu'est-ce que tu as... Bon, maintenant, je sors par là, mais Guy, vous faites bien de le rappeler. Les supérieurs dans le corps de la police, disons qu'ils sont quand même bien nantis. Quand vous êtes commissaire de police aujourd'hui, vous êtes dans un net confort qui normalement doit vous interdire toute forme de corruption. L'armée en général au Cameroun. L'armée en général au Cameroun est plutôt bien encadrée. Merci beaucoup. Voilà, on est bien obligé d'interrompre cette série pour introduire nos amis de la Sanza Night Club. Sanza Night Club de Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h.
16e Club de Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. 16e Club de Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne. Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Bon voilà, la Sanza Night Club de Yaoundé et Douala. Pour en parler, Bertrand Lee Kadji, bonjour. Bonjour Sam, à tout le panel, bonjour. Les dernières nouvelles, nous sommes mercredi aujourd'hui, oui. Bien, nous rentrons en plein milieu de semaine, tout en rappelant à tous ces téléspectateurs qui sont scotchés le 10-12 au Zénith que la semaine a véritablement commencé dans son élan de vacancier. Nous recevons, n'est-ce pas, dans l'effervescence et la totale ambiance chaque soir, tout un panel de personnes qui viennent à la découverte de la discothèque qui véritablement s'était posée dans la ville de Douala. Cela dit, le lundi et le mardi hier, qui a laissé savoir et a laissé, n'est-ce pas, la découverte du Madi Seduction Night à l'endroit de ces personnes qui ont fait le déplacement. Satisfaction a été trouvée ce mercredi, la grande soirée, bien sûr, de appeler carrément le cri à chaud, voilà. Ce sera une énième du genre avec une idée trop original qui se proposera au devant de tous ces regards qui feront le déplacement. Et ça, je peux vous le conseiller, car il faille bien faire le déplacement pour vivre et témoigner cette réalité, n'est-ce pas, qui se vivra en plein nightclub ce mercredi soir à la Sanza. On vous l'a toujours dit, hein, c'est à Aqua, juste au dos de l'immeuble Sokar. Et le jeudi qui sera demain, soirée Sexy Ladies, la soirée glamour, qui offre un défilé apparent à l'endroit de toutes ces dames et demoiselles, car chez nous, c'est une apparence de défilé. On le dit toujours, c'est à qui se plaît de pouvoir se dévoiler sur les marches, n'est-ce pas, qui se donne au jeu. Et bien sûr, à la clé, la cagnotte de 115 000 est partagée les vendredis et samedis. Total VIP avec Disca la demande, car chez nous, le client, lui, est un roi, n'est-ce pas, et se permet de commander, et pendant la séquence, la discothèque distille les chansons demandées, et voilà, ils se mettent au pas de danse. Le dimanche, le rappel des mémoires pour les succès du passé. Nous dévoilons ainsi, n'est-ce pas, des best on appelle ça, voilà, back in time, avec toutes ces personnes-là qui viennent dérouler la mémoire des musiques connues d'antan et qui a d'ailleurs bercé leur tendre enfance. Tous les dimanches à partir de 17h, nous sommes ouverts depuis le lunch qui, de lundi à dimanche, ouvre à partir de 17h pour permettre à ces personnes-là qui, n'est-ce pas, reviennent du travail de prendre une petite pause en attendant que la circulation puisse se décanter et bien sûr prendre le chemin de chez soi. Alors, la Sanza Night Club, c'est des best places to be, lieu mieux conseillé pour se divertir et se détendre. Et bien évidemment, lieu par excellence de la culture camerounaise. Voilà, culture camerounaise, Bertrand Lee. Vous l'avez dit, nous sommes en période de vacances. Est-ce qu'on peut insérer une jeune artiste telle qu'on a reçue tout à l'heure venant du Danemark, qui a beaucoup de qualités, disons, dans la danse et le chant, toute jeune comme ça? Est-ce qu'elle peut arriver chez vous le mercredi ou le jeudi, par exemple? Oui, chez nous, nous encourageons les talents, hein, ça, il faut le dire ici. Recevoir une jeune artiste de son acabit sera un plaisir pour nous de passer dans la programmation de découverte. Question de mettre à l'endroit de notre clientèle, n'est-ce pas, cette catégorie d'artistes que nous connaissons d'ailleurs au Cameroun. Elle n'est pas la seule, bien que venant de l'étranger. Au Cameroun, on en a qui, n'est-ce pas, se dévoilent et qui essayent de se mettre sur le trajet, n'est-ce pas, de la musique. Ce sera un plaisir pour nous de la programmer. Si jamais le désir y est, ça, on le fera. Voilà, et s'il y a l'autorisation parentale aussi. Bien sûr. Voilà, bien sûr. merci beaucoup à vous, Bertrand. C'était donc l'espace réservé à la Sanza Night Club de Yaoundé et Douala surtout. 16e Club de Douala, c'est la vitesse. Votre discothèque VIP, ouvert tous les soirs, avec ses concepts innovants qui vous animent durant toute la semaine. De lundi à samedi dès 22h et tous les dimanches à partir de 18h.
16 années Claude Douala, c'est aussi son lunch bar restaurant ouvert tous les soirs dès 17h avec la meilleure cuisine de Douala et un billard à votre disposition. 16 années Claude Douala, 6 à Aqua, derrière le glacier moderne, Infoline 6 93 52 52 94 6 50 22 22 22. Voilà, merci à la Sanza. On va aller introduire notre deuxième invité promo qui va s'installer à l'instant. Mais d'abord, on va lire un ou deux messages avec vous, Megui, sur l'ensemble des sujets, puisque nous sommes dans la dernière ligne droite avant de conclure ce programme. Voilà donc un message qui nous dit que les militaires se croient tout permis, ils sont très autoritaires et ce militaire doit payer pour avoir tabassé cette dame policier, car c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Il disait aux étudiants en les balançant au sol, dit que le CP dépasse le bac. Voilà, donc ils sont habitués à ça. Oui, un autre message, oui. Voilà, oui, the Anglophone need to divide this nation because the people at the top are not rolling well. The Emmy people, they rape girls a lot. I'm His Royal Highness Prince Dr. De La Pena. Voilà, un autre message plus intelligible, parce que là, on n'arrive pas à bien saisir. Oui. Voilà, donc ce message qui nous dit, voilà, le retard de paiement chez les enseignants n'est pas nouveau, c'est juste la goutte d'eau qui a dépassé le vase. Vous imaginez que c'est cette année que les enseignants de lycée technique ont perçu l'émission des examens pratiqués effectués l'an dernier. Voilà, c'est pour ça qu'on vous disait qu'il n'y avait pas d'argent dans le fonds. Bon, c'est tout à fait normal que le ministre vienne vous dire que non, il y a l'argent. Bon, pour un peu mettre la poudre aux yeux. Voilà, est-ce qu'on peut prendre donc l'espace 1000 et un tapis avec vous, Consti Lamine? Bienvenue, bonjour. Oui, bonjour Sam Séverin et bonjour à nos nombreux téléspectateurs qui nous regardent en cœur ce matin. Nous sommes donc là pour vivre un grand arrivage et bien sûr une nouvelle promotion du côté bien sûr des magasins 1001 tapis qui s'installent en cœur ce matin, ce mercredi 12 juillet 2017 pour le bonheur et surtout le plaisir de tous les clients. Alors je rappelle que le stock des ordinateurs de 35 000 a été épuisé au même titre que les laptops de 75 000. Et ce matin, nous venons avec un nouvel arrivage avec des prix encore très alléchants. Je demande bien à tous nos téléspectateurs qui sont à la maison de bien vouloir s'installer confortablement et d'augmenter le volume de votre téléviseur parce que ce qui va se passer ce matin est une véritable vente exceptionnelle et nous attirons l'attention de tous les téléspectateurs. Ne perdez pas le temps, courez dès à présent pendant que je suis en train de parler du côté bien sûr des magasins 1001 tapis ou alors relevez déjà le numéro de téléphone parce que le stock il est très limité, les prix sont alléchants et la qualité également est alléchante. Alors nous allons tout de suite commencer ce matin par des tapis de très bonne qualité, des tapis neufs dans leur emballage. Vous les avez à 19 500 francs, quelle qu'en soit votre ville de résidence, quel qu'en soit votre quartier, quel qu'en soit votre pays. Appelez directement ce numéro de téléphone et achetez un tapis, pas n'importe lequel, un tapis neuf à 19 500 francs, du côté bien sûr du magasin 1001 tapis et nulle part ailleurs, le magasin de la qualité. À côté bien sûr des tapis, on a bien entendu des robots mixeurs. Alors là, c'est toujours la grande totale. Les robots mixeurs de balles qui vont donc s'afficher à l'écran en instant, vous les avez bien sûr avec les numéros de téléphone qui sont donc encore très visibles à l'écran. Vous les avez à 19 000, bien entendu, les robots mixeurs à 15 000 francs. C'est donc des grands robots mixeurs, des robots mixeurs très solides. Vous les avez à 15 000 francs. Le stock des 12 500 francs est épuisé. Là, c'est le BL 530. Ce qu'on vendait à 12 500 francs, c'était le BL 500. Là, c'est le BL 530 que nous avons à 15 000 francs, tout en rappelant qu'on a encore quelques robots mixeurs de 12 500 francs encore disponibles. Nous demandons à la réalisation de bien vouloir afficher le numéro de téléphone parce que c'est très important, chers téléspectateurs, appelez dès à présent et n'oubliez surtout pas. Alors tout de suite, à côté bien sûr des robots mixeurs de 12 500 francs, de 12 500 francs, on a bien entendu des laptops. Voilà, merci à la réalisation, merci beaucoup à la réalisation pour ce numéro qui s'affiche à l'écran. Donc, à côté, bien sûr, des robots mixeurs de 12 500 et de 15 000 francs, on a bien entendu des laptops. Alors là, c'est la totale. Un laptop de qualité,
un laptop d'origine, un laptop solide comme un éléphant, vous l'avez à 45 000 francs. Je dis bien un laptop Pentium M. Vous l'avez à 45 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Laptop à 45 000. Oui, il faut évoluer, Consti Lamine. Oui, on a compris 45 000 laptops. La suite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, nous allons toujours avec des parties. Vous voulez que les téléspectateurs voient le laptop à l'écran et qu'ils voient bien sûr les prix et les numéros de téléphone. C'est très après, important. on doit conclure l'émission. Donc, vous allez un peu plus vite. Voilà. Donc, les laptops, vous les avez à 45 000 francs. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis de qualité supérieure. On va également parler, bien sûr, des ordinateurs complets Core d'audio. Vous les avez à 45 000 et bien entendu des Core i5, toujours du côté du magasin 1001 tapis, des Core i5, voilà, des ordinateurs bien entendu Core d'audio à 45 000 francs, des Core i5 à 150 000 du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc j'invite bel et bien tous nos téléspectateurs à bien vouloir se rendre de ce côté et d'acheter bien sûr la qualité, une qualité à moindre coût du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est bon Sam Séverin, je pense qu'on les attend de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup. Donc si vous avez conclu votre vente de ce matin, on va poursuivre pour aller vers la fin de ce programme. Hein. Il me semble que sur votre fiche de présentation, il existait encore des imprimantes, woofers et régulateurs de tension. Voilà, nous invitons bel et bien tous les téléspectateurs à bien vouloir se rendre de ce côté-là. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis. Allez de ce côté-là. Je pense que Sam Séverin, on a des imprimantes, des woofers, plein d'autres articles. De ce côté, à des prix vraiment très dérisoires. Du côté, bien sûr, du magasin 1001 tapis, qui est situé en plein cœur d'Aqua. Du côté, bien sûr, de Douala-Bar, non loin de la boulangerie Saker. C'est de ce côté-là qu'on a bien entendu tous ces articles-là qui vous permettront aujourd'hui et demain de bien vouloir vous ravitailler au maximum du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est donc terminé pour la vente de ce matin. On attend bien et bien tous les téléspectateurs de ce côté-là à venir faire la fête avec nous du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Voilà, très bien. Voilà, la suite va consister en ceci, avant la conclusion avec notre critique de fin de programme, nous allons partager encore les messages que nous avons reçus, 2 ou 3, tout juste avec vous, Meggy. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait avec les frais de dossier des examens. C'est pas pour payer des corrections et autres. Je ne comprends rien dans ce pays. C'est Martial Hervé qui nous écrit depuis Bamenda. Bamenda. Donc, cet autre message... Il n'y a pas d'argent dans les caisses. C'est-à-dire, il faudrait que les gens comprennent. Et je ne sais pas pourquoi cet État n'a pas l'honnêteté de pouvoir à un moment de dire que ça ne va véritablement pas essayer de nous comprendre. Je vous ai dit que le mois dernier, on a payé pour la première fois le 27, Sam, c'est ce qui ne s'est jamais fait. Le 27, l'État qui avait l'habitude de payer un peu plus tôt, a payé le 27. Donc il y a eu un sérieux retard. C'est donc dire qu'il faudrait qu'on comprenne que ça ne va pas. Tant au niveau du ministère des Finances qu'au niveau des différents ministères. Vous avez eu ce lancement technique, on dit que c'est cette année qu'ils ont été payés. Donc il faut qu'ils patientent. Voilà. Un autre. Wow, greetings to everyone in the studio. Congratulations to the lady and her pretty daughter. I wish others abroad could copy their example that no matter where we go, home is home. I pray the little girl be a positive influence to young Cameroonians. I wish her a nice stay in Cameroon. Je crois que ça c'est relatif à notre invité tout à l'heure. Donc un autre message qui nous dit, voilà, le Cameroun marche maintenant avec la tête et les pieds car tout ce qui est anormal devient normal. C'est un téléspectateur depuis Ngaoundéry. Ok, très bien. On écarte la norme, Sam. On écarte la norme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il faudrait que beaucoup de choses reviennent. Et je crois que ceux qui sont là sont en train de nous démontrer véritablement qu'ils ont un peu passé, qu'ils sont un peu passés à côté. Parce qu'on ne peut pas comprendre cet important trafic d'influence, la question du cumul de postes, la question de longévité. Il faut à un moment donné qu'on lâche du zeste. Et ça ne va pratiquement pas dans tous
les domaines. Il faut libéraliser, il faut ouvrir. Mais on ne peut pas ouvrir justement parce qu'on a peur qu'on va découvrir les véritables quoi. Alors, étant donné qu'on a constaté l'incompétence, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Passer la main. C'est ça, il faut passer la main, mais en attendant, il faut bien faire avec la réalité qui est toujours là, qui est celle d'aujourd'hui. Croire, toujours regarder le bon moral. Voilà, le tout dernier message. Voilà un dernier message qui nous dit que le procureur est le chef de cette enquête, mais n'est pas le spécialiste de l'autopsie faite par les médecins spécialisés en la matière. Il n'a que rapporté les résultats établis par les médecins expatriés. C'est Emmanuel. Non, qui lui a demandé de faire une deuxième expertise, puisque la première n'était pas contestée. C'est ça le problème. Précisément, on l'indexe parce qu'il est le responsable de l'enquête. On ne peut, comment je veux dire, envisager une autre enquête que dès lors que les premiers résultats ne sont pas acceptés par les parties en présence. Mais si, me semble-t-il, il n'y avait pas de contestation. Et puis pourquoi avoir affirmé qu'ils ont remis la dépouille de Monseigneur Jean-Benoît Ballard aux autorités catholiques alors que ce n'était pas le cas? Voilà. Merci beaucoup. Au nom de la liberté de critiquer, nous allons sortir de ce programme en restant dans les milieux du sport. Alors, Joseph-Antoine Bell a-t-il été corrompu pour répondre à l'invitation de la FIFA dans cette rencontre qui s'est finalement tenue à Conakry? De toutes les façons, on en parle beaucoup dans les réseaux sociaux parce qu'il fait partie des 3 personnalités camerounaises invitées par la FIFA et qui ont accepté à la fin de s'y rendre avec Balok John, mais aussi Prosper Nkumvondo. Alors, beaucoup pensent que si Jojo a accepté de se mettre sur la même table que Tombi Aroko Sidiki qu'il pourfendait hier et qui était l'objet même de cette rencontre, eh bien, il aurait reçu quelques propositions alléchantes pour entrer dans le milieu du football. Faux, rétorque-t-il, il estime qu'il est un acteur du football et qu'il doit se rendre à chaque fois qu'on le sollicite. C'est une décision bien sage, à notre avis, puisque qui peut contester de la notoriété de M. Bell, qui a évolué tour à tour dans les grands clubs comme Bordeaux, comme l'Olympique de Marseille, en devenant même le capitaine, ayant joué tour à tour dans les Lions indomptables aussi, et il a joué en Égypte. C'est une belle histoire, l'histoire de Joseph-Antoine Bell, reconverti comme consultant, mais on s'est toujours demandé pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à trouver sa place aujourd'hui en qualité de reconversion. Alors peut-être qu'il a appris la bonne leçon aujourd'hui, c'est de toujours se mettre sur la table, là où les choses se décident. Maintenant, concernant la légitimité de l'équipe en place, qui était au centre de cette querelle, il faut dire que là-dessus, on est bien obligé de reconnaître que la FIFA, qui a repris la main, est plutôt dans la logique qui a été celle de Bidung Pat, qui avait invalidé la décision de la chambre de conciliation du comité olympique camerounais. Donc, pour décider finalement que l'équipe de Tombi et tout ce qui l'accompagne est celle qui doit continuer de gérer le football camerounais. Donc, on nous perd le temps en nous embrouillant là-dessus aussi avec les multiples réactions du sieur Abdourahmane Amadou, qui semble être aujourd'hui finalement vaincu dans cette bataille interminable. On n'y peut rien, ce sont les choses du Cameroun, là où le politique s'en mêle quelque peu. Merci encore une fois d'avoir été là. Le Zénith de ce jour prend fin. Excellente suite des programmes sur Equinox Télévision.